d'écologie urbaine qui s'intitule La biodiversité comme système écosystémique. La semaine dernière, il devait traiter le sujet de l'évolution de la conception de l'écologie urbaine dans la ville. Malheureusement, pour ceux qui étaient présents, vous allez pouvoir que ce n'est pas le sujet qui a été traité. Nous nous en excusons, nous avons découvert en même temps que vous que ce n'était pas le sujet. Néanmoins, vu la densité des questions, ça a intéressé néanmoins les gens. Et ça a traité sur la végétalisation verticale du bâti. Donc la personne intervenante, M. Lagurde, en plus de donner les différentes techniques de végétalisation des murs, a également présenté différentes actions permettant plus de bien-être et de liberté de choix des habitants dans les villes. Comme exemple, notamment, il a donné la conservation de la biodiversité en ville. Ça tombe bien, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous avons fait appel à M. Sébastien Barrault. Alors, merci d'être venu, d'être présent. Vous êtes ingénieur forestier. Depuis 2002, vous travaillez à l'Institut de la recherche pour le développement, IRD, dans le domaine de l'écologie des sols, des interactions souterrains-aériens et du recyclage des nutriments. Mais bien évidemment, vous ne faites pas de ça, puisque vous êtes aussi directeur de recherche depuis 2011 et vous avez rejoint le laboratoire BioEnco à Paris. Actuellement, vous êtes chercheur à l'Institut d'écologie et des sciences de l'environnement. Vous êtes président de l'Association française d'écologie et d'évolution et vice-président du conseil scientifique de la Fondation pour la recherche et la biodiversité. Je vous laisse la parole, voilà. Merci. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Je vais essayer de raconter des choses intéressantes. Alors, je ne sais pas exactement si je vais remplir le contrat. Non. Vous me direz à la fin soit si j'ai rempli le contrat, soit si au moins pour raconter des choses intéressantes. Par rapport à ma présentation, à ce qui a été dit, ce que je souhaite dire, c'est qu'en fait, je représente l'écologie scientifique, l'écologie en tant que science. D'accord. Donc c'est quelque chose qui peut... je ne sais pas si c'est évident pour vous, mais en fait, l'écologie, à la base, c'est une science. C'est la science qui étudie les interactions entre les organismes et leur environnement physico-chimique. Et à partir de ces interactions, on essaye de prédire et de comprendre tout ce qui se passe à différentes échelles. La répartition des êtres vivants à l'échelle de la planète, la production primaire, la régulation du climat par les écosystèmes, tout un tas de choses. Mais la base, c'est vraiment un contenu scientifique dur. L'écologie, la base, c'est une science comme la biologie. Et du coup, moi j'ai commencé ma carrière, en fait comme je travaille à l'IRD, normalement je travaille dans les savanes africaines, dans les savanes d'Afrique de l'Ouest. Et du coup, mon fond de connaissances, c'est ce fond de connaissances-là, et il y aura des bouts de ça dans ma présentation aujourd'hui. Et après, pour différentes raisons, je me suis intéressé au service écosystémique, et vous allez voir que la notion de service écosystémique, c'est une notion qui a été inventée par des chercheurs en écologie, mais qui est vraiment une notion qui vise à faire le lien entre les connaissances scientifiques sur la biodiversité, le fonctionnement des écosystèmes, et la société et l'économie. Donc c'est vraiment une notion un peu de transaction, une notion à l'interface de différentes choses. Et puis aussi dans mon laboratoire, depuis pas si longtemps que ça, on s'intéresse à l'écologie urbaine. Donc il va y avoir aussi un peu d'écologie urbaine dans ma présentation. Mais il n'y aura pas que ça, je vais plutôt présenter tout un cadre un peu théorique qui permet d'aborder les services écosystémiques et de les appliquer, si on veut, à l'agriculture, mais aussi aux villes. Alors ça c'est le plan de ma présentation. Je vais commencer par expliquer ce que c'est qu'un service écosystémique. Ensuite, j'expliquerai finalement comment les écosystèmes produisent des services écosystémiques. Et là, en fait, ça va être de la connaissance écologique un peu brute sur le fonctionnement des écosystèmes. Ensuite, je ferai un pas en arrière, c'est-à-dire je reviendrai sur l'historique de la notion et les controverses qu'il y a autour de cette notion de service écosystémique. Et c'est là qu'on abordera un peu des sujets qui sont un peu au-delà de mes compétences, mais sur l'économie, par exemple. Et puis ensuite, on verra un peu des applications de la notion de service écosystémique et comment on les mesure.
Et puis enfin, on verra un peu comment ça peut s'appliquer à des écosystèmes urbains, à la ville. Alors, très clairement, les services écosystémiques sont les bénéfices que les êtres humains peuvent retirer des écosystèmes. Et alors, il faut distinguer du coup vraiment les services des fonctions écologiques. Nous, quand on fait des recherches en écologie, on travaille sur un certain nombre de fonctions écologiques. La production primaire, le recyclage de la matière organique, tout un tas de fonctions, la pollinisation, tout un tas de choses qui se passent dans les écosystèmes, ce sont des fonctions. Et les services, c'est quelque chose de différent. Ça vient des fonctions écologiques, ça vient du fonctionnement des écosystèmes, mais c'est vraiment ce que les humains en retirent. Et du coup, c'est quelque chose d'assez un peu différent. Du coup, le schéma, c'est vraiment ce schéma-là qu'il faut garder en mémoire. Un écosystème, c'est de la biodiversité en interaction avec le milieu physico-chimique. Ça produit un certain nombre de services, mais pour que ces services existent, il faut qu'il y ait des sociétés humaines en contact avec ces écosystèmes pour recevoir ces services. Alors, des exemples de services, il y en a beaucoup. Typiquement, toute l'agriculture, d'une certaine manière, c'est un service. Alors après, on va revoir, je vais nuancer, je vais expliquer des choses plus compliquées là-dessus. Mais à la base, effectivement, on se rend bien compte que toute notre nourriture, à un moment donné, alors peut-être pas toute notre nourriture justement, mais une grande partie est produite sur des sols. Il y a des plantes qui poussent, qui puisent des nutriments minéraux et de l'eau dans du sol, qui utilisent l'énergie solaire pour pousser, etc. Et donc si on n'avait pas ce fonctionnement de ces écosystèmes, alors un champ de blé d'une certaine manière c'est un écosystème, s'il n'y avait pas tout ce fonctionnement écologique en agriculture, on ne pourrait pas se nourrir. Évidemment, le bois, c'est aussi un service écosystémique. On a besoin de bois pour construire des maisons, pour construire des meubles, c'est aussi un service qu'on nous fournit. Il y a un certain nombre de fibres qui servent à faire des vêtements, par exemple le coton, c'est aussi un service écosystémique. Et puis on se nourrit aussi par exemple de poissons, ou ça pourrait être des animaux chassés, c'est aussi des services écosystémiques. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques d'approvisionnement. C'est les écosystèmes qui nous approvisionnent dans un certain nombre de choses qu'on va utiliser, consommer. Donc on peut retenir ce terme de service d'approvisionnement. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les services de régulation. Alors c'est peut-être un peu plus abstrait, un peu plus compliqué, mais c'est l'idée que les écosystèmes régulent un certain nombre de choses qui sont importantes pour nous. Entre autres, les écosystèmes en partie régulent le climat. Par exemple, un exemple évident, c'est que quand il pleut beaucoup, si on a des forêts, si on a du sol qui n'est pas imperméabilisé par du béton ou du bitume, eh bien les sols absorbent une bonne partie des eaux de pluie, et ça évite les inondations, ça évite l'érosion, enfin selon les conditions, ça évite plus ou moins l'érosion, mais on peut penser qu'un paysage avec des écosystèmes fonctionnels, etc., va limiter les problèmes d'érosion. Et c'est souvent un des problèmes, par exemple, qui a été pointé ces dernières années, quand il y a des très fortes pluies et des inondations, souvent on met en cause un peu les activités humaines qui ont détérioré le fonctionnement des écosystèmes. Typiquement aussi le climat, le climat il est en train de se détraquer à cause des activités humaines, on va dire, mais les écosystèmes ont une certaine capacité à réguler ça. C'est-à-dire que quand les êtres humains, en utilisant des combustibles fossiles, produisent plus de CO2, eh bien les écosystèmes ont une certaine capacité à absorber un peu plus de CO2. Les plantes vont pousser un peu mieux, vont fabriquer plus de biomasse, plus de troncs d'arbres, plus de feuilles, et donc les écosystèmes ont une certaine capacité à réguler le climat. Alors visiblement, ça ne suffit pas, vu ce qu'on fait, mais il y a une certaine capacité de régulation quand même. Les sols peuvent réguler une certaine quantité de pollution. Par exemple, quand on met beaucoup d'engrais dans un sol, il y a une partie de l'engrais qui va quand même être, c'est le but quand même, qui va rester dans le sol, qui va être capturé par le blé, le maïs qu'on fait pousser. Et du coup, il y a quand même les sols ont une certaine capacité de nettoyer les eaux qui passent par là, de nettoyer un certain nombre de sources de pollution. Alors c'est pas des capacités de régulation infinies, mais c'est un service que nous rendent les écosystèmes fonctionnels, c'est de réguler un certain nombre de choses qui sont importantes pour nous. Alors on parle aussi de services socioculturels. C'est l'idée que plus globalement, les sociétés humaines sont liées culturellement aux écosystèmes.
et qu'on en tire un certain nombre de bénéfices. Alors une façon de se représenter, ça peut être que le dimanche matin, on va se promener en forêt, on va se promener au bord d'un lac, etc. Et donc ça fait partie de notre bien-être. Et ça peut être, il peut y avoir des aspects très variés, ça peut être des aspects esthétiques, spirituels, récréatifs, éducatifs. Mais d'une manière générale, il y a pas mal de travaux maintenant qui montrent que les êtres humains ont besoin de la nature pour leur bonne santé physique et psychique. Alors, ça peut paraître, comment dire, peut-être que pour certains d'entre vous, ça paraît être quelque chose de complètement évident. Peut-être que d'autres, ça paraît quelque chose d'un peu ésotérique. Finalement, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de la nature pour notre bien-être physique, psychique surtout. Alors physique, ça peut s'expliquer parce qu'on a besoin de bouger dehors, parce qu'on a besoin, on ne peut pas rester enfermé en permanence dans du béton, etc. Psychique, c'est peut-être moins évident, mais il y a quand même un certain nombre d'études qui montrent que le contact avec la nature, ça ne va pas guérir de maladies psychiatriques, mais par contre, ça détend, ça a un certain nombre de bienfaits qui peuvent être vraiment mesurés quantitativement et d'une manière complètement rigoureuse. Alors, il y a une autre classe de services écosystémiques. Alors, je reviendrai dessus parce que ce n'est pas celle que je préfère ou je ne la présente pas toujours comme ça. C'est ce qu'on appelle les services de soutien. Alors, bon, là, c'est un schéma compliqué que je ne vais pas détailler qui montre un écosystème en train de fonctionner. Il y a un arbre qui pousse, il y a un élan qui mange les feuilles de l'arbre, il y a un loup qui mange l'élan. Il se passe d'autres choses. Et finalement, ces services de soutien, l'idée, c'est que, par exemple, il va se passer un certain nombre de choses dans le sol. Il va y avoir bon, moi j'aime bien les vers de terre, donc il y a des vers de terre qui vont manger du sol, qui vont accélérer la minéralisation de la matière organique, fournir des nutriments minéraux aux plantes. C'est quelque chose dont on ne bénéficie pas directement. Vous, moi, on ne bénéficie pas directement des activités des vers de terre, mais indirectement, on peut avoir besoin de ces activités des vers de terre pour faire fonctionner les écosystèmes, comme support de fonctionnement des écosystèmes, et donc ça peut être vu comme quelque chose de positif qu'on ait des vers de terre dans les champs de blé, parce que ça peut aider le blé à pousser, par exemple. Et donc, ces services de support, c'est des espèces de services indirects. Les êtres humains ne bénéficient pas directement de ces services, mais indirectement, ça peut nous être utile. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a aussi des disservices. C'est-à-dire qu'au départ, les gens ils ont mis en avant les services, mais après tout, la nature n'a pas que des effets positifs sur nous. Alors, je mets des exemples assez connus. Bon, typiquement, les moustiques, on n'est pas toujours très content d'en avoir, surtout quand c'est un moustique tigre qui peut transmettre un certain nombre de maladies. Typiquement, moi j'ai pas mal de problèmes d'allergie au printemps, et ça c'est dû à... Alors, c'est souvent en combinaison avec des pollutions d'origine anthropique, etc., mais c'est souvent aussi le pollen des plantes, etc. Et du coup, c'est quand même important d'avoir une espèce de vision équilibrée des choses. Les sociétés humaines se sont pas mal construites en opposition à la nature, et une des raisons, c'est qu'il y a quand même la nature n'est pas que bonne pour l'homme. Bon, après, ça devient... Il faut creuser dans les détails, mais donc il y a bien des disservices, et ça peut être important de mesurer, d'évaluer ces disservices. Alors, du coup, j'ai fini avec ma première... En gros, c'était mon introduction. J'ai expliqué ce que c'était que les services écosystémiques. Et puis, maintenant, je vais creuser un tout petit peu dans le fonctionnement des écosystèmes. Et ça, c'est en gros, c'est mon travail de tous les jours, c'est d'essayer de comprendre comment les écosystèmes fonctionnent. Alors, je vais peut-être dire des choses, peut-être ça va être évident pour vous, peut-être pas, on va voir. S'il y a des choses que je raconte qui ne sont pas du tout claires ou compréhensibles, posez une question, en tout cas pour la compréhension, posez des questions. Alors, finalement, un écosystème, ça fonctionne comment ? Alors, je vais me concentrer sur les écosystèmes terrestres. Les écosystèmes aquatiques fonctionnent à peu près de la même façon, mais je connais mieux les écosystèmes terrestres. Finalement, tout est basé sur les plantes. Et en fait, les plantes, qu'est-ce qu'elles font? Elles transforment l'énergie solaire, en gros la lumière, elles la transforment en matière organique. Donc la matière organique, c'est les feuilles de la plante, c'est les racines de la plante. Et pour cela, elles doivent puiser des nutriments minéraux dans le sol, de l'azote, du phosphore, du potassium. Et en fait, tous les êtres vivants sont constitués de carbone. Donc le carbone, alors je dis les choses un peu dans le désordre, il manquait dans mon raisonnement le gaz carbonique. C'est-à-dire que pour fabriquer de la matière organique, les plantes, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent le CO2, le gaz carbonique de l'atmosphère, grâce à l'énergie solaire, elles arrivent à le transformer en matière organique carbonée. Toute la matière organique des plantes, la vôtre aussi, tout ce qui constitue
les organismes vivants, c'est de la matière organique qui est carbonée. Et voilà, mais il faut rajouter à ça des nutriments minéraux, du phosphore, de l'azote, qui sont des constituants de base de la vie, des biomasses des organismes. Du coup, les plantes, elles transforment, grâce à l'énergie lumineuse, elles transforment le CO2 et les nutriments minéraux en biomasse. Et il faut aussi de l'eau pour fabriquer, pour faire cette photosynthèse. Tout ça, c'est basé sur la photosynthèse. Effectivement, j'ai pas dit le mot, mais c'est quand même important. Donc ça, c'est le fonctionnement de base des écosystèmes, c'est d'utiliser de l'énergie lumineuse et du CO2 pour fabriquer de la matière organique. Donc ça a l'air d'être de quelque chose de tout bête, mais c'est quand même assez fondamental. C'est fondamental pour nous nourrir, c'est fondamental parce que c'est ça qui a créé tous les carburants qu'on utilise, le charbon, le gaz, le pétrole. En fait, c'est des plantes qui, à un moment donné, ont fabriqué de la matière organique, et puis à un moment donné, ça, entre guillemets, ça s'est fossilisé, ça a fait géologiquement, ça s'est remplacé dans les couches géologiques, et ça fait le combustible fossile qu'on utilise toujours, actuellement. Mais du coup, in fine, c'est lié à l'énergie solaire, c'est du fonctionnement de l'écosystème. Et une autre chose qui est importante quand on regarde le fonctionnement de base d'un écosystème, c'est que ces éléments minéraux, ils viennent, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en partie ils viennent des couches géologiques, en partie ça va être la dégradation des roches qui produisent ces nutriments minéraux. Et ce qui est important aussi, c'est le recyclage de ces nutriments minéraux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que le sol recycle ces nutriments minéraux, et ça se fait comment? Chaque année, les plantes, elles meurent, elles perdent leurs feuilles, elles perdent une partie de leurs racines, et à un moment donné, il faut que ces racines, que ces feuilles, éventuellement ces troncs d'arbres, se décomposent. Donc, se décomposent, et en se décomposant, elles libèrent du CO2, et elles libèrent des nutriments minéraux dans le sol. Donc en fait, c'est ça qui boucle la boucle, c'est-à-dire que les plantes, elles puisent du CO2, du gaz carbonique dans l'atmosphère, ça leur permet de fabriquer leur biomasse. Ensuite, cette biomasse, quand elle tombe au sol, elle se décompose, elle est minéralisée, elle relâche le CO2, et elle libère des nutriments minéraux qui, du coup, permettent aux nouvelles plantes de continuer à pousser. Donc c'est vraiment une histoire de recyclage, et du coup, ça joue à la fois sur les gaz, le contenu de l'atmosphère en CO2, en oxygène, etc. Et ça joue sur le contenu du sol en nutriments minéraux et en matière organique morte. J'ai d'autres diapositives après, mais je peux déjà dire qu'une des choses qui est très importante, c'est que dans le sol, il y a plus de matière organique morte que dans toutes les biomasses du monde, toutes les plantes du monde et de l'atmosphère réunie. Il y a plus de carbone dans le sol, c'est-à-dire que quand vous donnez un coup de bêche dans un sol, vous voyez qu'à la surface, il peut y avoir des feuilles mortes qui font partie de ce carbone, de cette matière organique morte, mais à l'intérieur du sol, vous voyez que généralement le sol, il est plus ou moins sombre, hein, surtout un sol qui est bien fertile, il est assez sombre, et cette couleur vient de la matière organique morte qui est à l'intérieur du sol. Et cette matière organique morte, elle contient plus de carbone que les plantes, l'ensemble de l'atmosphère en fait, et l'atmosphère. Donc tout ça, c'est en lien. Et le fonctionnement des écosystèmes est vraiment au cœur de ces régions. Alors, je peux passer vite là-dessus. Finalement, à l'origine de ce que je viens d'expliquer, il y a la formation des sols. Alors, bon, c'est un schéma qu'on ne va pas détailler, mais finalement, pour qu'un sol... Bon, je sens que je vais le détailler. Pour qu'un sol se forme, en fait, il faut de la roche. Et puis, ce qui se passe, c'est que la roche, en fait, elle subit un certain nombre de pressions. Il y a de la pluie, il y a le gel, le dégel, le soleil, des changements de température, et petit à petit, la roche se fragmente. Et ce qui se passe aussi, c'est que dans la pluie, généralement, il y a aussi la pluie, elle n'est pas pure, c'est pas de l'eau pure, il y a des petites poussières, il y a un peu de matière organique. Et ça commence à apporter un peu de matière organique, et puis ça a aussi tendance à un peu acidifier les pluies, et du coup, la roche, elle se dégrade petit à petit. En se dégradant, petit à petit, elle permet à des plantes de pousser. Alors au départ, si vous avez... Ça, c'est ce que vous voyez en montagne, par exemple, si vous montez à la limite entre la zone de rochers, et puis des zones d'éboulis, et puis des zones où il y a un sol qui commence à se former. D'abord, il y a des lichens qui se développent à la surface du sol, et puis il commence à y avoir des petites plantes. Et ces petites plantes, elles commencent à fabriquer de la matière organique, et puis donc elles apportent de la matière organique au sol. Et donc on passe petit à petit de la roche-mère
à quelque chose où on voit que la roche-mère est dégradée et que le sol qui se forme, c'est un mélange de matières minérales qui viennent de la roche-mère et de matière organique qui est produite par les plantes. Et du coup, ça c'est l'initiation du processus que j'ai présenté à la diapositive précédente. C'est vraiment la formation d'un sol. Et la formation d'un sol, c'est vraiment l'interaction entre de la biologie, les plantes, qui fabriquent leur matière organique, qui imposent un peu leur logique au système, et puis la roche-mère qui petit à petit se dégrade et libère des nutriments minéraux. Et puis bon, petit à petit, le sol s'approfondit. Comme le sol s'approfondit, il peut faire vivre, il peut faire pousser des plantes de plus en plus grandes, donc il y a de plus en plus de matière organique qui est produite, et ensuite on peut se retrouver avec un sol qui a 1 mètre de profondeur, qui a 2 mètres de profondeur. Et du coup, les sols sont très importants parce que c'est là qu'on a, c'est dans les sols en fait qu'on a ce mélange de matière minérale et de matière organique qui est très important pour le fonctionnement du système. C'est dans les sols qu'on a le recyclage de la matière organique morte, c'est-à-dire que pour qu'un sol soit en bon état, il faut qu'il y ait pas mal de matière organique morte dedans, mais ici, il faut aussi que cette matière organique morte soit recyclée petit à petit. Donc elle se recycle, il y a des bactéries, des champignons qui mangent cette matière organique morte, il y a des vers de terre qui aident tout ça, et en gros, tous ces organismes mangent cette matière organique morte, libèrent du CO2. Finalement, une bactérie, quand elle mange un petit bout de feuille ou un petit bout de matière organique morte dans un sol, elle fait la même chose que nous quand on mange une salade. Elle prend cette biomasse, elle la transforme en CO2 et en énergie et en matière pour elle. Et du coup, ça permet de recycler le CO2 et de recycler les nutriments minéraux, l'azote, le phosphore, etc., qui sont dans cette matière organique morte, et ça permet aux plantes de continuer à pousser. Ce qui est très important aussi avec les sols, c'est que ce mélange de matière organique et de matière minérale, ça sert de réserve et de stock pour la croissance des plantes. Ce que je veux dire par là, par exemple, c'est que tout à l'heure je disais qu'un des services que nous rendent les écosystèmes quand on a un sol, c'est que quand il pleut, l'eau s'infiltre dans le sol. Et typiquement, l'eau s'infiltre dans le sol, elle peut aller jusqu'à la nappe phréatique, mais il y en a une partie qui va rester dans le sol. En fonction un sol qui est bien constitué, qui a suffisamment de matière organique, alors idéalement il faudrait qu'il y ait un peu d'argile aussi, et bien ce mélange de matière organique et de matière minérale, ça retient l'eau. Ça retient une certaine quantité de l'eau. Alors il y a des formules pour calculer combien d'eau peut retenir un sol en fonction de ses caractéristiques, et ça permet aux plantes de pousser, je dirais presque en continu, c'est-à-dire que si dans le sol il n'y avait pas une espèce de stock d'eau, les plantes elles pousseraient que pendant quelques heures après chaque pluie. Alors que dans un climat pas trop sec, les plantes elles peuvent pousser une bonne partie de l'année. Bon, après il faut enlever les périodes d'hiver, il fait froid, etc. Mais grâce au stock d'eau qu'il y a dans le sol, les plantes elles peuvent pousser plus ou moins en continu. Parce qu'il y a de l'eau qui est stockée dans le sol. De la même manière, le sol est capable de stocker des nutriments minéraux, soit sous forme minérale. Alors je vais peut-être pas. En gros, c'est par exemple, vous avez entendu parler du nitrate par exemple, le nitrate qui pollue les nappes phréatiques. Le nitrate, c'est une des formes de l'azote minéral dans les sols. Et les sols, fonctionnent bien, ils peuvent retenir une certaine quantité de nitrate, et c'est ça qui permet aux plantes, quand elles ont besoin de nitrate, elles vont l'absorber avec leurs racines, et elles peuvent pousser. Et voilà, donc finalement, cette diapositive, c'est peut-être que je n'ai pas fait les choses dans l'ordre. En fait, c'est à l'origine de ce que j'ai expliqué là, en fait. C'est un focus sur le sol et sur l'origine des sols, mais qui explique le fonctionnement des écosystèmes normaux, qui est une plante transforme l'énergie lumineuse, le CO2, en matière organique, en utilisant l'eau et les nutriments du sol. Voilà. Alors, une chose qui est intéressante, il y a plein de choses intéressantes, mais j'ai un peu travaillé là-dessus, c'est ce que j'appelle les liens souterrains et aériens. C'est-à-dire que là, ce que je viens de vous expliquer, c'est que les plantes, pour fonctionner, elles ont besoin de prendre de l'eau et des nutriments minéraux dans le sol. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que tout ce qui va se passer dans le sol, alors les sols, c'est en gros à mon sens, c'est pas des écosystèmes à part entière, mais les sols sont très très riches en biodiversité. Dans un gramme de sol, il peut y avoir, alors j'essaie de ne pas dire de bêtises, entre 1000 et 10 000 souches bactériennes différentes.
Dans un mètre carré de sol, il peut y avoir une dizaine d'espèces de vers de terre, des centaines d'espèces de protozoaires, des centaines d'espèces de nématodes. Les nématodes, c'est des tout petits vers microscopiques. Donc il y a une diversité énorme, et tous ces organismes, ils vivent dans le sol. Une bonne partie d'entre eux vont manger la matière organique du sol. Donc c'est en mangeant cette matière organique du sol qu'ils recyclent cette matière organique. Et ce qui est important, c'est que tout ça, ça va impacter le fonctionnement de la plante. Tous ces organismes, alors il y a même certains organismes qui vont évidemment manger les racines des plantes, mais d'autres vont être favorables aux plantes. Tout ça, ça interagit avec la plante, et du coup, si ça interagit avec la plante, ça peut par exemple aider la plante à pousser. Mettons que la plante pousse mieux, alors elle va produire plus de feuilles, mais peut-être aussi qu'elle va produire des feuilles meilleures à manger. Donc une feuille meilleure à manger, par exemple, il y aura plus d'azote dans la feuille. Peut-être que s'il y a des vers de terre dans le sol, les vers de terre augmentent la minéralisation de la matière organique, la plante pousse mieux et elle a des feuilles plus riches en azote. Mais si la feuille a des feuilles plus riches en azote, peut-être qu'elle va être meilleure à manger. Alors, bon, là, il y a je ne sais pas trop ce que c'est cet insecte, mais mettons qu'il y a des chenilles qui vont être très contentes parce qu'elles vont manger plus de feuilles et des feuilles qui sont meilleures à manger. Et ici, j'ai représenté un certain nombre d'organismes en dessous du sol, mais évidemment, au-dessus du sol, il y a tout un tas d'organismes qui vont interagir. Et du coup, s'il y a des chenilles qui sont meilleures à manger, il y a peut-être des guêpes qui mangent ces chenilles, qui vont être plus contentes et qui vont se jeter sur ces chenilles qui sont meilleures à manger parce qu'il y a des vers de terre dans le sol. Et du coup, il y a vraiment tout un tas de recherches qui montrent que tout ce qui se passe à l'intérieur du sol, ça se répercute dans la plante jusque au-dessus du sol, et ça va se répercuter sur tout le fonctionnement au-dessus du sol. Et puis évidemment, c'est l'inverse, c'est-à-dire que si on met tous les organismes qui sont au-dessus du sol, ils vont, certains vont manger les feuilles de la plante, par exemple, et puis si ça change, en mangeant les feuilles de la plante, on change la capacité de croissance de la plante, et du coup, on change aussi sa capacité à faire pousser des racines, etc. Et du coup, ça va aussi impacter les bactéries, les champignons, les vers de terre dans le sol. Et du coup, il y a vraiment... la base du fonctionnement, c'est que les plantes, elles puisent de l'eau et des nutriments minéraux dans le sol, et puis elles fabriquent de la matière organique, leurs feuilles se décomposent grâce aux bactéries, aux champignons, aux vers de terre, ça relibère des nutriments minéraux et la plante continue à pousser, ça c'est la base. Mais en fait, quand on commence à regarder plus précisément, on voit qu'il y a toute une diversité d'organismes en dessous du sol et puis toute une diversité d'organismes au-dessus du sol, et que tout ça, ça interagit en partie grâce aux plantes qui font le lien entre les deux. Alors, là, j'ai commencé à parler un peu de la diversité des organismes et toutes les interactions qu'on pourrait avoir. On parle de réseaux d'interaction trophiques ou de réseaux d'interaction écologique au sens large. À partir du moment où la plante a fabriqué de la biomasse, de la matière organique, et bien évidemment, il y a des herbivores qui vont manger la plante. Alors, là, on a un lapin, on a un écureuil, et puis évidemment, vous savez qu'il y a des carnivores qui vont manger ces herbivores. Et donc, il y a tous ces organismes qui sont liés les uns les autres par je vais appeler ça des liens trophiques, le fait que l'un va manger l'autre. Et puis, il y a aussi d'autres interactions qui sont des interactions écologiques qui ne sont pas de nature directement trophique. Par exemple, une interaction que vous connaissez tous et qui est très importante, c'est la pollinisation. Le fait qu'il y a certains insectes qui vont aider les plantes à transférer leur pollen d'une plante à l'autre, et c'est important pour la reproduction de ces plantes. Il y a un certain nombre d'interactions comme ça qu'on peut étudier. Et du coup, quand on étudie les écosystèmes, en fait, c'est ça qu'on étudie. En fait. On étudie l'ensemble de ces interactions et on essaie de comprendre comment ça explique un certain nombre de propriétés. Alors, souvent, on essaie d'expliquer des propriétés générales de ces écosystèmes, combien de biomasse peut être produit, combien d'espèces peuvent coexister dans le même milieu, des choses comme ça. Alors, tout ça, c'est vraiment ce qui est étudié là. C'est l'interaction entre biodiversité et physico-chimie, c'est le fonctionnement des écosystèmes. C'est la base de l'écologie en tant que science. Et du coup, vous avez vu que la notion de service écosystémique, ça s'éloigne de ça dans le sens où on essaie de comprendre ce fonctionnement et on essaie de voir qu'est-ce que ça apporte aux sociétés humaines. Est-ce qu'à ce stade, s'il y a 2-3 questions de compréhension pure, ou est-ce que j'ai à peu près été clair et c'est bon? Okay. Du coup, je vais continuer et du coup, je vais revenir en arrière et je vais du coup plus parler des êtres humains et de pourquoi les êtres humains, alors des chercheurs au départ, ont mis en avant cette notion de service écosystémique. Alors,
on a toujours du mal à savoir quel est le premier auteur à avoir parlé de services écosystémiques. Mais en fait, c'est une notion qui s'est développée dans les années 70, 80. Il y a quelqu'un qui s'appelle Paul Ehrlich qui a été assez important là-dedans. Et en fait, l'idée, c'était quand on a commencé à créer cette notion, c'était des chercheurs, mais aussi des défenseurs de l'environnement, des gens qui étaient assez militants. Et en fait, l'idée, c'était de se dire que cette notion de service écosystémique, elle permet de mettre en avant la dépendance entre les êtres humains et la nature. Finalement, je vous ai dit tout à l'heure, un des services écosystémiques, c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques d'approvisionnement. Si on n'avait pas des champs pour faire pousser des légumes, des céréales, tout ce que vous voulez, on ne pourrait pas se nourrir, il n'y aurait pas de société humaine. Donc on voit bien cette dépendance des sociétés humaines vis-à-vis de la nature par l'intermédiaire de cette histoire de services écosystémiques. Et du coup, l'idée, c'est qu'en mettant en avant cette dépendance des êtres humains vis-à-vis de la nature, peut-être que les êtres humains vont avoir envie de protéger la nature. Si on explique aux êtres humains, si des scientifiques expliquent aux êtres humains, voilà, vous avez besoin de la nature pour ci, pour ça, pour éviter les inondations, pour vous nourrir, etc., peut-être qu'on va essayer de préserver la nature un peu mieux. Et du coup, effectivement, les années 70, c'était, bon, il y en a eu avant, mais c'était le début de la montée en puissance de certains mouvements environnementalistes, de mouvements verts, on peut appeler. Et du coup, ça rend, voilà, l'idée c'est ce schéma-là. Si on montre que, ok, on sait que les humains peuvent avoir des impacts souvent destructifs sur la biosphère, sur les écosystèmes, sur la biodiversité. Par contre, si on montre bien que les humains ont besoin de cette biosphère, de ces écosystèmes, de cette biodiversité, peut-être qu'on va arrêter de détruire la nature. Alors, bon, on reviendra peut-être là-dessus à la fin, où ça pourrait donner lieu à pas mal de débats aussi. C'est vrai qu'une question derrière tout ça, c'est finalement à quel point on dépend de la nature. Alors, ce que je dirais, c'est que moi souvent je travaille, pas dans ce paysage-là, mais souvent je travaille en Afrique, et c'est clair que quand on est dans un petit village en Afrique, les gens ils vivent d'une agriculture de subsistance, et ils dépendent entièrement d'écosystèmes et de processus naturels qui ont lieu dans ces écosystèmes. Alors, bon, il y a des diversités très importantes de cas, de situations, mais dans beaucoup de cas, ils produisent l'agriculture qu'ils mènent n'est pas du tout mécanisée, pas de pesticides, pas d'engrais. Et puis, ils ont aussi besoin de la nature, ils ont besoin de bois pour faire du feu et cuire leur alimentation. Ils puisent tout un tas de choses dans la nature, et du coup, on comprend bien que cet agriculteur dépend presque à 100% de services écosystémiques. Quand on habite à Paris, c'est peut-être moins évident qu'on dépend de services écosystémiques. Mais normalement, si j'ai bien été clair dans tout ce que je vous ai raconté avant, vous voyez bien que même au centre de Paris, on dépend de tout un tas de services écosystémiques, même si c'est des services écosystémiques qui sont un peu loin. C'est-à-dire le blé qu'on mange quand on mange une tartine de pain le matin, il n'a pas été produit exactement à Paris, il doit avoir été produit très loin. Mais ce blé, en partie, est issu de services écosystémiques. Et voilà, donc on dépend de la nature. Et puis après, on continue à décliner ça avec tous les autres services que j'ai cités. Et vous devez voir que même au centre de Paris, on dépend de services écosystémiques et des écosystèmes qui les ont produits. Ensuite, finalement, je suis arrivé au stade où on en est aux années 70, années 80. Les services écosystémiques sont une espèce de métaphore de cette dépendance des êtres humains vis-à-vis de la nature. Et ensuite, il y a un Américain, alors c'est pas le seul, mais qui s'appelle Robert Costanza, qui est un économiste, et en fait, il a voulu faire rentrer cette notion de service écosystémique dans la théorie économique, on va dire. Et du coup, il a commencé par faire le parallèle entre le capital humain manufacturé et les services écosystémiques et la nature. Alors, ça donne ça. L'idée, c'est que dans la théorie économique classique, c'est le capital humain et manufacturé qui servent à produire un certain nombre de biens et de services. Et puis finalement, avec les services écosystémiques,
ce qui se passe, c'est que ces services, qui sont aussi des biens et des services, en fait, sont produits par un capital naturel. Et le capital naturel, c'est les écosystèmes, c'est la nature, tant qu'elle fonctionne à peu près correctement. Et puis effectivement, un des problèmes, c'était que l'économie néoclassique s'était basée sur l'idée que le capital humain et manufacturé sont entièrement substituables au capital naturel. C'est-à-dire qu'en gros, la théorie économique de base n'a jamais pris en compte le capital naturel et ses services écosystémiques. Alors, évidemment, c'est une hypothèse qui, en fait, elle est fausse. Et du coup, Costanza, il a quand même eu, un de ses mérites, c'est d'essayer de faire rentrer ces services dans le fonctionnement économique. Voilà. Alors, de nouveau, ça peut pousser à conserver mieux la nature. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on arrive à faire rentrer ces services écosystémiques, je dirais presque dans la comptabilité des pays, des entreprises, etc., d'une certaine manière, on va être obligé de préserver le capital naturel qui produit ces services. Alors, du coup, ça a conduit par exemple à un article célèbre en 1997 où il a quantifié la valeur mondiale des services écosystémiques produites chaque année par les écosystèmes. Alors apparemment, c'est 33 000 milliards de dollars. Il y a eu d'autres évaluations. D'accord. Il y a eu d'autres évaluations, depuis, mais du coup, effectivement, ce chiffre qui paraît énorme, c'est aussi une espèce de symbole de cette dépendance, de notre dépendance vis-à-vis des écosystèmes. Alors ensuite, les gens ils se sont dit, mais effectivement, si on peut donner une valeur à ces services écosystémiques, il faut voir comment utiliser cette notion de service écosystémique pour mieux gérer la nature, pour améliorer un certain nombre d'activités. Et du coup, l'idée c'était, d'une certaine manière, au départ, le fait de donner une valeur monétaire à ces services écosystémiques, au départ, c'est plus une métaphore, c'est presque, voilà, c'est un outil pour frapper le monde politique, le monde économique, pour dire attention, ce que vous êtes en train de détruire, ça vaut 33 000 milliards de dollars par an, on ne peut pas détruire ça. Et puis après, les gens, ils ont essayé de mettre en pratique ça, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces services écosystémiques. Et du coup, il y a l'idée qu'on peut peut-être baser des décisions sur des évaluations de services. Alors je vais dire des choses un peu caricaturales, mais par exemple, on peut se dire, voilà, j'ai 2 forêts, je dois faire passer une autoroute. Est-ce que je fais passer l'autoroute par cette forêt ou par celle-là? Peut-être que je peux prendre ma décision en fonction de la forêt qui produit le plus de services écosystémiques. J'ai le choix entre protéger cette petite fourmi ou cette grosse fourmi. Bon, ça c'est une fourmi arboricole. Ça c'est une fourmi qui pose beaucoup plus grosse, qui pose des terriers. On peut se dire, voilà, laquelle est plus importante pour les en Côte d'Ivoire, laquelle est plus importante pour les agriculteurs, est-ce que c'est celle-là, est-ce que c'est celle-là? En théorie, les connaissances écologiques permettraient d'évaluer les services que fournissent ces forêts, ces fourmis, et de prendre des décisions là-dessus. D'un point de vue de chercheur, généralement, ça nous laisse un peu rêveur, parce que, en fait, je pense que c'est assez difficile de savoir quelle est l'espèce qui fournit le plus de services. Et c'est assez difficile de savoir quelle est la forêt qui fournit le plus de services. Mais en théorie, c'est quelque chose qui est faisable. Toujours dans cette idée d'opérationnaliser le concept de service, on peut penser à d'autres choses. On peut par exemple baser la fiscalité ou des subventions sur des évaluations de services. On peut faire des paiements pour services écosystémiques. Et ça, c'est des choses qui existent un petit peu. En fait, c'est tout le débat si, en gros, il y a un certain nombre d'agriculteurs qui disent on veut bien changer nos pratiques agricoles, mais il faut qu'on nous paye pour ça. Je veux bien protéger la biodiversité, je veux bien moins polluer la nappe phréatique, mais il faut que je sois payé pour ça, soit directement parce qu'on permet au prix des denrées alimentaires d'augmenter, soit indirectement par des subventions de l'État, de l'Europe, etc. Donc ça existe un petit peu, mais c'est on est plutôt assez prémisse. Une autre idée, d'une manière générale, c'est de réinternaliser les coûts, réinternaliser les externalités écologiques négatives. Alors, je ne suis pas vraiment dans mon champ de compétences, mais les externalités négatives, c'est qu'en gros, une entreprise, par exemple, elle produit un certain nombre de services, mais il y a un certain nombre d'externalités négatives qui
correspond finalement à ces impacts négatifs. Ça peut être sur la société, mais ça peut être sur l'environnement, sur la nature, sur la biodiversité. Et du coup, avec cette histoire de services écosystémiques, il y a l'idée de réinternaliser ces coûts, c'est-à-dire que c'est des coûts cachés, en fait. Quand une entreprise pollue, même, je veux dire, simplement parce que c'est son fonctionnement normal, l'entreprise, elle fait son boulot, etc., mais voilà, elle a un coût sur l'environnement, et ce coût, il n'est jamais pris en compte, en fait. Et une des façons de le prendre en compte, éventuellement, c'est de regarder la quantité de services écosystémiques que ça perturbe, que ça détruit, et de prendre en compte dans le système économique, dans le fonctionnement de l'entreprise. Et du coup, il y a aussi des gens qui pensent qu'on pourrait faire rentrer les services écosystémiques vraiment dans les marchés économiques. Par des mécanismes un peu comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut vendre et acheter des services écosystémiques. On peut imaginer une entreprise qui gère des services écosystémiques et qui en achète et qui en vend. Alors c'est un peu compliqué, mais on peut imaginer ça. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que je pense que ce que j'ai dit au début sur le début de l'histoire des services écosystémiques, c'est quelque chose d'assez clair. Mettre en évidence le fait que les êtres humains dépendent des services écosystémiques, ça paraît assez judicieux et pourquoi pas cette notion de service écosystémique. Ensuite, la notion, elle est beaucoup critiquée. Et effectivement, il y a des gens qui disent qu'il peut y avoir des risques de privatiser des biens communs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vrai que des écosystèmes sont en partie responsables de la teneur en oxygène qu'on a dans l'air. Mais est-ce que c'est quelque chose qui doit être commercialisé? Pour le moment, c'est un bien commun. Et c'est peut-être bien que ça reste un bien commun. Et puis, effectivement, si on a un système de subvention pour les services écosystémiques, si l'État est prêt à instaurer ça, ça peut marcher. Mais il y a des gens qui disent que si on fait rentrer les services écosystémiques dans les marchés, en gros, ça risque de ne pas marcher parce que d'une certaine manière, les marchés et la non-régulation des marchés sont en partie responsables de la dégradation de la nature et des pertes de biodiversité. Et du coup, ok, l'outil service écosystémique est pas mal, mais si on essaye de le mettre dans les marchés, on arrivera peut-être à des choses encore pires que ce qu'on a aujourd'hui. Et typiquement, alors je ne suis pas du tout spécialiste de ça, mais c'est vrai que pour le moment, il y a eu un système de marché pour les émissions de CO2, et pour différentes raisons que je ne serais pas capable d'expliquer. Oui, ça a l'air de marcher. Et du coup, effectivement, ce marché des émissions de carbone, de toute façon, il ne marche pas. Et il ne permet pas de réguler les émissions de carbone. Alors, une autre critique qu'on peut faire de cette notion de service écosystémique, c'est que c'est une notion complètement centrée sur l'être humain. C'est une notion qui est complètement anthropocentrée. Et il y a pas mal de gens qui disent, finalement, la nature, il ne faut pas seulement la protéger. Il ne faut pas seulement la protéger parce qu'elle nous rend des services, mais il faut la protéger parce que c'est la nature et que, pour des raisons éthiques, philosophiques, on n'a pas le droit de détruire de la biodiversité de la nature. Et puis, ce qu'il faut bien dire aussi, c'est que finalement, ça n'a pas vraiment marché. C'est-à-dire que je vous ai présenté l'idée qu'on a créé la notion de service écosystémique pour montrer qu'on était dépendant vis-à-vis de la nature et pour faciliter la préservation de la nature, pour pousser à la préservation de la nature. Mais en fait, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Peut-être le verre est à moitié plein, à moitié vide, mais je vois bien que, grosso modo, l'impact de l'homme négatif sur la nature continue en ce moment, et ça fait quand même 30 ans, mettons que la notion de service écosystémique prend de l'ampleur, et ça n'a pas vraiment servi à convaincre le monde politique et économique qu'il fallait mieux préserver la nature. Tout ça, effectivement, c'est l'idée qu'à un moment donné, pour la protection de l'environnement, il peut y avoir des raisons purement éthiques et philosophiques. C'est l'idée aussi que la nature peut avoir une valeur intrinsèque, complètement indépendante de ce qu'on retire comme bénéfice de la nature. Alors, du coup, maintenant, vous voyez ce que c'est qu'un service, vous voyez d'où viennent les services en termes de fonctionnement des écosystèmes, et maintenant, on va essayer de voir quelques exemples d'utilisation des services ou comment on mesure les services.
en fait, la première mesure des services, finalement, c'est des mesures du fonctionnement des écosystèmes. Et du coup, c'est ce que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est on va mesurer des flux de matière, des flux d'énergie, des stocks de matière. C'est-à-dire que si je veux regarder si une forêt fonctionne bien, je regarde combien de matière elle produit chaque année, combien de carbone elle peut stocker, je regarde des choses assez basiques comme ça. Et puis on comprend bien, quand on transfère ça à un champ de blé, ça va être la même chose. Pour regarder si un champ de blé pousse bien, je regarde combien de matière est produite par le champ de blé. Donc ça, c'est vraiment le fonctionnement basique des écosystèmes. Mais ensuite, on passe à ce qu'on appelle l'évaluation socio-économique des services écosystémiques. Et l'idée, c'est de bien voir vraiment qu'est-ce qui arrive jusqu'aux êtres humains, qu'est-ce qui arrive jusqu'aux sociétés humaines. Donc il faut vraiment mesurer l'avantage, l'utilité, le bien-être, la valeur correspondant aux services écosystémiques. Et donc ça, c'est plus difficile et ça sort de mon champ de compétences et de mon champ de recherche. Alors je vais juste citer deux méthodes. Une des méthodes pour évaluer ça, c'est la méthode qu'on appelle des coûts évités. Par exemple, une zone humide comme celle-là, on pense qu'elle peut servir à purifier l'eau. C'est-à-dire que si de l'eau chargée en nitrate arrive sur cette zone humide, mais le nitrate va être en partie puisé par les plantes, il va en partie sédimenter, repris par un certain nombre d'organismes. Donc une zone humide peut purifier l'eau. Et puis on sait que généralement, nous, les eaux qui sortent de nos villes, on les purifie dans des stations d'épuration qui peuvent ressembler à ça. Et du coup, il y a des fois où en fait on peut faire des calculs comme voilà, est-ce que je préfère préserver cette zone humide ou est-ce que je préfère construire une station d'épuration? Et éventuellement pour décider, ce que je peux faire, c'est que je regarde quel est le coût de la station d'épuration, quel est le coût pour la construire et quel est le coût pour la faire fonctionner. Et en gros, c'est le coût, c'est la valeur du service que produit cette zone humide, cet écosystème pour purifier l'eau. Donc c'est vraiment, on mesure le coût qu'on va éviter en maintenant un écosystème pour évaluer sa valeur, pour évaluer le service qu'ils font. Il y a une autre méthode qui s'appelle la méthode du consentement à payer. Et l'idée, c'est qu'on essaie d'évaluer combien on est prêt, combien les êtres humains sont prêts à payer pour bénéficier d'un service. Alors souvent, ça marche pour des services récréatifs. C'est-à-dire qu'on essaie d'évaluer combien des êtres humains sont prêts à payer pour aller dans un parc, pour aller dans une forêt. Et en gros, ça va être la valeur du service qui est fourni par ce parc, cette forêt, en termes de services récréatifs. Il y avait une question? Oui, je me demandais du coup, quand on parlait des coûts évités, est-ce qu'en même temps, en termes d'efficacité de la purification, est-ce que c'est aussi efficace par la zone humide que par la... Je suis pas capable de répondre à la question. Enfin, c'est-à-dire que... Pardon, ça va venir. Vous pouvez la reformuler cette Oui, non, mais en fait, je pense que déjà, une première réponse, c'est que c'est au cas par cas. Et après, il y a vraiment des calculs qui ont été faits comme ça. Et alors, c'est pas juste 3 mètres carrés de zone humide qui vont remplacer cette station d'épuration. Mais je pense que réellement, si on a suffisamment de surface d'écosystème naturel, ça peut servir à purifier l'eau, en fait. Après, voilà, il faut rentrer dans les détails, mais il y a vraiment des calculs qui ont été faits comme ça. C'est plus... les calculs qui ont été faits, c'est plus à l'échelle d'un bassin versant. C'est-à-dire, en gros, est-ce que je construis une station d'épuration ou est-ce que je maintiens toute une zone, un mélange d'agricole, de bois, qui peut suffire à purifier l'eau, etc. Voilà, donc ça, c'est deux méthodes qui peuvent être utilisées. Alors, ce qu'il faut bien dire, c'est que bon, il y a vraiment des gens, y compris en France, qui ont écrit des choses qui sont vraiment pas pour l'usage de la notion de service écosystémique parce qu'en gros, ils ont peur de la marchandisation, parce qu'ils ont peur des conséquences de la mauvaise utilisation de la notion, en gros. Ce qu'il faut voir, c'est que on peut quand même utiliser la notion de service écosystémique sans donner de valeur monétaire. Je peux mettre en avant le fait qu'on a besoin de blé, de coton, de régulation du climat, etc., sans donner de valeur monétaire. Et puis on peut aussi donner une valeur monétaire à des services sans aller jusqu'à la marchandisation. C'est-à-dire qu'on peut utiliser la notion sans utiliser la marchandisation des services et de la nature. Donc, bon, j'ai plutôt une position un peu intermédiaire dans ce débat. Peut-être qu'on pourra en parler à la fin. Alors, je vais balayer rapidement, c'est quand même une notion, alors je ne sais pas si combien d'entre vous connaissez bien la notion de service avant d'entrer dans cette salle, mais c'est quand même une notion dont on entend parler souvent. Et il y a un certain nombre de grands projets qui
se sont basés sur les services écosystémiques. En fait, dans les années 2000, il y a un rapport qui était payé au départ par l'ONU, qui s'appelait le Millennium Ecosystem Assessment, et qui a commencé vraiment à mesurer des services écosystémiques à grande échelle. En France, il y a un projet, en fait l'Europe oblige tous les pays européens à évaluer leurs services écosystémiques à l'échelle nationale, et donc en France, il y a quelque chose qui s'appelle l'évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques, qui est en cours et qu'on produit déjà un certain nombre de rapports. Il y a des rapports sur l'agriculture, sur la forêt, sur les montagnes, pour décrire l'état des écosystèmes français et les services qu'ils fournissaient. Et puis maintenant, j'espère que vous avez entendu parler de ce qui s'appelle l'International Panel on Biodiversity and Ecosystem Services, c'est l'IPBES, et donc c'est des groupes d'experts internationaux qui se réunissent pour faire des rapports sur l'état de la planète, de la biodiversité et des services écosystémiques qu'ils fournissent, et en gros des relations entre sociétés humaines et ces écosystèmes. Et du coup vous allez en entendre parler pas mal, puisque en fait ça fonctionne par les groupes de travail, c'est des experts qui travaillent chez eux, en commission, je ne sais pas comment ils font. Et puis il y a des plénières régulièrement, tous les ans, et la prochaine plénière de l'IPBES, ça va être en avril à Paris. Je pense que vous en entendrez parler. Alors, bon, ça c'est un exemple, c'est un exemple sur la pollinisation, donc ça doit sortir d'un des rapports du programme EFES dont je viens de parler. Et donc c'est une cartographie du service de pollinisation à l'échelle de la France. Alors je pense que plus la couleur est sombre, plus le service de pollinisation est important. Et du coup, alors c'est intéressant, en gros ça doit être une cartographie des zones où l'agriculture a besoin de pollinisateurs. En fait, toutes les céréales n'ont pas besoin de pollinisateurs. Le blé, le maïs, c'est pollinisé par le vent. Par contre, les fruitiers, les légumes, plus ou moins le colza, etc., ça a besoin de pollinisateurs. Et donc, sans pollinisateurs, on n'a pas de fruits, on n'a pas de légumes. Et donc, c'est ce qui est quantifié dans cette carte. Bon, ça, c'est un exemple qui est un peu compliqué. C'est le programme d'évaluation des services écosystémiques britannique. Alors, je vais essayer d'expliquer clairement et sans rentrer dans les détails. Et en fait, ils sont à la fois servis d'évaluation de services écosystémiques, et puis en fait, ils ont plusieurs scénarios. Alors, du coup, je ne sais plus comment ça marche. Alors, en gros, ils ont un scénario qui est une espèce de scénario business as usual. En gros, on continue, bon, je vais caricaturer, on continue à détruire la nature comme maintenant, ou un autre scénario alternatif où on met en place un certain nombre de mesures pour rendre l'agriculture plus durable, etc. Et ils regardent un certain nombre de services. Alors, ils ont des services agricoles ici, ils ont des émissions de gaz à effet de serre, ils ont les services de récréation, donc le fait qu'on puisse trouver plaisir à aller se promener dans la nature. Et alors, ils ont des services, en gros, qui sont fournis par les écosystèmes urbains. Et du coup, bon, je ne vais pas détailler, mais ce qu'on voit, ce qui est assez compliqué, c'est que... alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment vu comme un outil d'aide à la décision. Et voilà, on peut prendre telle ou telle mesure, et on regarde les conséquences en termes de services écosystémiques. Et ce qui est assez compliqué, c'est qu'on voit que, en gros, qu'il va y avoir des compromis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une mesure qui va permettre de tout optimiser. Généralement, les mesures qu'on va prendre, ça peut améliorer certains services et diminuer d'autres services. Donc la décision n'est pas toujours facile. Est-ce que... combien il passe de temps 10 minutes. Bon, je vais continuer, je vais voir. Et alors, voilà, du coup, c'est pour vous montrer des exemples, pour vous montrer qu'il y a vraiment des gens qui vont mesurer ces services, qui font des cartes de services, qui vont discuter avec des décideurs politiques pour prendre des décisions à la base de ces services. Alors, ça ne veut pas dire que c'est bien pris en compte, mais c'est vraiment dans l'air du temps de mesurer tout ça pour le prendre en compte. Alors, je vais parler d'une chose qui... Alors, du coup, c'est peut-être ma seule... Tout ce que j'ai présenté, c'est des choses très générales jusqu'à présent, et là, c'est peut-être une contribution un peu personnelle, et c'est peut-être pas le truc le plus facile à comprendre. Finalement, ce que je vous ai présenté, c'est que l'agriculture fournissait tout un tas de services. Le blé, voilà, on a besoin de blé pour faire du pain, donc quand un champ de blé produit du blé, c'est très bien, c'est un service que la nature nous rend.
est-ce que c'est complètement convaincant ou satisfaisant pour vous? Finalement, est-ce que quand je mange du blé, est-ce que c'est vraiment un service que me rend la nature? Alors, pas tout à fait, pourquoi? Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, pour qu'il y ait du blé qui est poussé, il faut qu'un agriculteur laboure, sème le blé, le récolte, donc il y a des interventions humaines. Derrière ces interventions humaines, il y a des tracteurs pour qu'un tracteur roule, il faut utiliser de l'essence. Donc il y a tout un tas de choses périphériques. Ensuite, on utilise un certain nombre de pesticides, on utilise des engrais. Et donc en fait, quand je cultive du blé, en fait, c'est assez difficile de savoir si ce que je mange, c'est un service ou si c'est le produit d'un travail humain. Alors, je vais essayer de... Voilà. Je ne sais pas dans quel sens je vais prendre ça. L'idée, c'est que finalement, quand on reçoit un certain nombre... Bon, c'est mon schéma de départ. On a les écosystèmes, la biodiversité, la physico-chimie. Tout ça, ça produit des services d'approvisionnement, des services de régulation, des services culturels. Tout ça, ça bénéficie aux sociétés humaines. Et puis, ce que j'avais oublié dans mon schéma de départ, c'est de dire, alors j'appelle ça ingénierie écologique, mais en fait, en gros, c'est les activités humaines qui pilotent les écosystèmes. Et du coup, quand je fais un meuble à partir d'une forêt qui a poussé à peu près naturellement, peut-être c'est un service écosystémique. Quand je mange une tartine de beurre, la tartine, elle a été faite du blé qui a été fait avec des tracteurs, avec des pesticides, avec des engrais qui sont fabriqués industriellement. Et du coup, l'idée, c'est que c'est plus entièrement un service écosystémique. Et l'idée aussi, c'est que c'est assez difficile de séparer ce qui vient vraiment de la nature de ce qui vient de l'homme et d'activités industrielles. Et ce qui vient de l'homme et des activités industrielles, c'est pas mal en soi. Le problème, c'est que souvent, c'est pas durable. C'est-à-dire que le tracteur qui fonctionne avec de l'essence, qui est un combustible fossile qui a été produit il y a 300 millions d'années par des plantes, c'est pas durable. C'est-à-dire que dans quelques années, on n'aura plus d'essence. Et puis, il y a toutes les autres conséquences sur, par exemple, les pesticides. Alors, même sans parler des conséquences des pesticides sur la santé humaine, clairement, les pesticides ont des conséquences sur la biodiversité des autres écosystèmes. Donc, toutes ces activités qui sont liées à l'homme, elles ne sont pas négatives dans l'absolu, mais on voit bien qu'elles conduisent à un certain nombre de problèmes. Et du coup, ce qui est compliqué, c'est que quand je fais pousser mon blé, je mélange intimement ce que fait l'homme et de ce que fait la nature. C'est-à-dire que mon blé, il ne pousse pas sans la photosynthèse. La photosynthèse, c'est une fonction naturelle, écologique. Le blé, il ne va pas pousser s'il n'y a pas des bactéries et des champignons qui recyclent la matière organique dans le sol, etc. etc. Et puis encore mieux s'il y a des vers de terre qui remuent le sol. Le blé, il ne va pas pousser sans ça, mais il a aussi besoin, pour avoir les rendements actuels, on a besoin de 150, 200 kilos d'azote à l'hectare, on a besoin de pesticides, etc. Et du coup, c'est assez difficile, en fait, c'est pas possible de séparer vraiment ce qui est produit par l'homme de ce qui est produit par la nature. Et du coup l'idée, alors l'ingénierie écologique, c'est un domaine qui s'est développé depuis quelques années. L'idée de l'ingénierie écologique, c'est qu'on peut, en utilisant les connaissances qu'on a développées en écologie, et puis en utilisant des techniques éventuellement d'ingénierie, on peut essayer d'apprendre à piloter ces systèmes, à piloter ces écosystèmes pour produire un maximum de services écosystémiques, mais en limitant tous les effets négatifs. En fait, en gros, on va limiter les intrants, on va limiter l'usage de combustibles fossiles, on va utiliser au maximum, l'idée de l'ingénierie écologique, c'est d'utiliser au maximum le fonctionnement naturel des écosystèmes, utiliser au maximum la photosynthèse, le fait que tout ça c'est produit par du soleil, tout ça c'est produit par le recyclage de la matière organique dans le sol, essayer d'utiliser au maximum tout ça, on ne va pas supprimer les tracteurs, on ne va pas supprimer l'action de l'homme, mais on va essayer de diminuer ces actions de l'homme, et tout ce qui n'est pas durable dans ces actions. Alors il faut évidemment prendre en compte aussi les services. Alors je passe un peu vite mes diapositives. Ouais, je vais passer ça. Et du coup, bon ça c'est ce que je viens de vous dire, c'est que finalement il est impossible de séparer les services et des services provenant uniquement des processus écologiques de ceux qui proviennent du travail humain, des intrants, donc c'est le cas de l'engrais, de la photosynthèse, c'est le cas du semis. Voilà, à un moment donné, on a besoin d'un tracteur pour semer.
Et du coup, la solution, c'est pour développer cette ingénierie écologique, la seule solution, c'est d'évaluer les services, les disservices, d'évaluer les impacts des intrants, les impacts négatifs entre autres, et puis de prendre en compte la durabilité de la production de ces intrants. C'est-à-dire que utiliser de l'essence pour faire fonctionner un tracteur, ça ne pose pas de problème. Enfin, à la base, mon premier chef, ça pose pas de problème. Le problème, c'est que ça produit quand même du CO2 et qu'à un moment donné, l'agriculteur, quand il aura plus 2 degrés, plus 4 degrés, de toute façon, il ne pourra plus cultiver de la même façon parce que ces récoltes ne vont pas pousser. Et puis, de toute façon, il n'y aura plus d'essence dans 50 ans, 100 ans, enfin, c'est compliqué. Mais de toute façon, c'est pas durable. Et puis, il faut aussi prendre en compte l'impact sur les autres écosystèmes. Donc, l'idée, c'est que pour l'agriculture, on va voir que ça s'applique aussi au milieu urbain juste après. Si on veut développer des pratiques durables, on peut prendre en compte les services écosystémiques, mais le problème, c'est qu'il faut prendre tout en compte. Il faut prendre à la fois en compte ce qu'on retire de ces écosystèmes, anthroposés, je regarde combien de blé je produis, mais il faut que je regarde toutes les autres conséquences de l'action de l'homme sur ces écosystèmes. Le fait que c'est durable, pas durable, que ça impacte la biodiversité ailleurs, etc. etc. Alors, quelque part, c'est assez... peut-être que ça vous paraît assez naturel, finalement c'est assez basique ce que je dis. Après tout, pour évaluer une activité humaine, je dois regarder toutes ses conséquences positives et négatives et intégrer tout ça. Mais dans une partie des cas, les gens qui ont utilisé la notion de service écosystémique n'ont pas vraiment pris ça, pas vraiment pris ça en compte. Alors, je vais passer ça. Alors, du coup, on va arriver au milieu urbain et on va voir comment la notion de service écosystémique peut s'appliquer au milieu urbain. Une première chose, c'est que, en fait, pendant longtemps, les chercheurs en écologie ne se sont pas intéressés au milieu urbain. Pour un chercheur en écologie, c'était plutôt sympa d'aller travailler en Amazonie, dans les montagnes, etc. Et on ne travaillait pas dans les milieux urbains. Par contre, ça fait peut-être 10 ans, peut-être 15 ans, que les chercheurs en écologie se sont mis à travailler en milieu urbain. Et ce qu'on a découvert, alors j'imagine que certaines personnes devaient déjà le savoir avant, c'est que dans les milieux urbains, on a quand même pas mal de biodiversité. Alors c'est sûr que même un hectare de pelouse dans un parc de Paris, il y a moins de biodiversité que dans un hectare de forêt amazonienne, c'est indéniable, mais il y a quand même une diversité qui est non nulle. Il y a une biodiversité qui est apportée par l'homme, c'est les plantes cultivées, mais il y a tout un tas d'insectes, il y a tout un tas de petits mammifères, éventuellement il y a même des mammifères un peu plus gros qui commencent à rentrer dans les villes, des renards, des fouines, etc. Donc il y a une diversité qui n'est pas ridicule, et puis on a quand même des écosystèmes, c'est-à-dire que je ne suis pas sûr que cette pelouse toute tendue là me passionne, mais c'est déjà un écosystème. Il y a des plantes qui poussent, elles ont des racines dans le sol, elles bénéficient des nutriments minéraux qui sont dans le sol, de l'eau, elles bénéficient des vers de terre qui traînent par là. Donc en ville, quand on a un arbre d'alignement, quand on a un parc, quand on a une jardinière avec des géraniums sur un balcon, c'est déjà un bout d'écosystème. Et donc les gens sont mis à étudier ça. Et puis assez vite, ils ont commencé à mesurer les services que rendait la nature en ville. Ma pelouse, elle n'est pas géniale, mais elle stocke quand même du carbone. C'est-à-dire que si la pelouse pousse bien, je ne sais pas si pour bien stocker du carbone, il ne faudrait peut-être pas la tondre aussi souvent et peut-être pas exporter les tontes, mais bon. C'est quand même un écosystème qui fonctionne et qui peut stocker du carbone. Des problèmes, j'ai parlé des inondations tout à l'heure, et puis c'est assez clair que pour bien gérer les eaux de pluie et les inondations, une des solutions, c'est d'avoir du sol qui n'est pas recouvert de bitume, qui n'est pas recouvert de béton, donc des bouts d'écosystème. Alors ça peut être maintenir suffisamment de parcs dans la ville, mais ça peut être aussi, il y a des gens qui pensent à par exemple, ouvrir les trottoirs. On pourrait laisser toujours, à la base des immeubles, on pourrait laisser 10 cm de sol ouvert où les plantes poussent et où l'eau puisse s'infiltrer, par exemple. Potentiellement, on peut aussi produire de la nourriture en ville. On peut faire pousser des salades, des tomates. C'est peut-être pas, on va en discuter tout à l'heure, c'est peut-être pas en ville qu'on va produire toute notre nourriture, mais après tout, sur un toit, dans un parc, on peut produire de la nourriture. Et puis, effectivement, quand je parlais des effets bénéfiques de la nature, de la biodiversité sur la santé humaine, psychique et physique, ces études, elles ont été souvent montrées en ville. C'est-à-dire qu'on peut montrer que les habitants urbains
qui vivent pas trop loin d'un parc vivent un peu mieux que les gens qui vivent loin d'un parc. Il y a eu des expériences qui ont montré que des gens qui étaient en convalescence dans des hôpitaux tendaient à mieux retrouver leur santé s'il y avait un parc, s'ils avaient des arbres devant la fenêtre de leur hôpital, que s'ils avaient juste des voitures. Et donc tout ça, il y a plein de gens qui mesurent ces services qui sont produits en ville. Et évidemment, l'idée quand on mesure ces services, c'est que un des avantages en ville, c'est que, ok, on est un milieu qui est contraint, il y a beaucoup de béton, il y a beaucoup de routes, il y a beaucoup de voitures, mais en même temps, on peut faire un certain nombre de choix en fait. On peut créer des nouveaux parcs, on peut choisir la façon dont on gère les parcs, etc. Et d'une certaine manière, c'est presque plus facile de faire ce genre de choix en ville que dans le monde agricole. Ce que je veux dire, c'est que le monde de l'agriculture, les méthodes modernes de l'agriculture peuvent poser un certain nombre de problèmes que j'ai vaguement évoqués. Et du coup, c'est assez difficile quand on va voir un agriculteur de lui dire qu'il doit radicalement se changer ses façons de faire parce que lui il est complètement contraint par un système de production, un système économique, un système de subvention, etc. Bon, il y a plein de choses qui sont en train de changer, mais le monde agricole, le premier but, c'est de produire des carottes, de produire des tomates, de produire du blé, et c'est assez difficile de tout changer. Alors on peut changer, il y a des choses qui sont en train de changer, mais c'est pas si évident que ça. Et quelque part en ville, il y a aussi plein de contraintes, mais finalement, ce parc, on peut décider de le gérer autrement. Par exemple, maintenant, alors je crois qu'au départ c'était dans la ville de Paris, mais maintenant ça doit être généralisé en France, on n'utilise plus de phytosanitaires dans les parcs urbains dans toute la France. Donc en fait, on a tout un tas de libertés. Et puis, quand on construit un immeuble, on peut choisir de mettre un toit comme ça au-dessus de l'immeuble, mais on peut aussi décider de faire un toit végétalisé et mettre un écosystème sur le toit de l'immeuble. Donc ça peut avoir, il y a un certain nombre de coûts, etc. Mais il y a un certain nombre de choix qui sont possibles. Et du coup, il y a des gens qui réfléchissent à ça. Et du coup, je dis que du coup, il y a un certain nombre d'opportunités pour l'ingénierie écologique. Donc l'ingénierie écologique, je suis passé vite tout à l'heure, mais finalement c'est cette discipline où on essaie de comprendre, à partir des connaissances écologiques, comment gérer des écosystèmes pour qu'ils produisent durablement un certain nombre de services. Et du coup, en ville, on peut se dire, est-ce que je peux... quels services sont fournis par cette toiture végétalisée? Comment optimiser cette toiture végétalisée en termes de profondeur du substrat, en termes d'espèces que je vais planter, en termes de gestion de ce toit végétalisé, pour que ce toit végétalisé fournissent tout un tas de services. Alors d'ailleurs j'ai oublié, je crois que je ne l'ai pas mis sur notre diapo, mais finalement un des services qu'on attend le plus de la végétation en ville, et ça c'est quelque chose d'assez démontré, c'est quand même de rafraîchir l'atmosphère. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est quand une plante fait de la photosynthèse, elle puise de l'eau dans le sol, et il y a une partie de l'eau qui reste dans la plante, mais il y a une partie de l'eau qui s'évapore au niveau des feuilles. Et en fait en s'évaporant au niveau des feuilles, ça rafraîchit. C'est comme si vous mettez un bac d'eau dans une pièce chaude en été, ça rafraîchit un petit peu la pièce. Et du coup, il y a l'idée de remettre des écosystèmes dans les villes, ça peut permettre de rafraîchir les villes, et c'est très important dans un contexte à la fois d'îlot de chaleur urbaine. L'îlot de chaleur urbaine, c'est le fait que toutes les activités concentrées des êtres humains en ville, ça augmente la température de 2 à plus de degrés que ça. Plus dans un contexte de réchauffement climatique où, a priori, on devrait avoir des canicules de plus en plus fréquentes, de plus en plus fortes, mettons à Paris. Tout sera bon à gagner, et si on peut gagner des fractions de degrés en mettant des toitures végétalisées, en maintenant une certaine surface de parc, etc., ça paraît plutôt positif. Mais du coup, c'est des opportunités pour l'ingénierie écologique, mais l'impression que j'ai, c'est qu'il y a encore beaucoup de recherches à faire pour optimiser ça. Alors il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les toitures végétalisées, etc. Mais, en mon sens, alors d'autres personnes diraient peut-être différemment, mais on n'a pas encore toutes les connaissances pour optimiser un toit végétalisé pour tel ou tel service ou pour telle combinaison de services. Et puis pour les parcs, c'est la même chose, c'est-à-dire que les parcs ils sont encore gérés. Souvent, je pense que les gens qui gèrent les parcs, souvent la première préoccupation c'est d'accueillir du public, que les gens soient contents dans le parc, qu'ils puissent pique-niquer en été, etc. Mais on pourrait peut-être mieux réfléchir à la façon de gérer ces parcs pour produire plus de services écosystémiques. Mais alors, on peut viser les services écosystémiques, mais on peut aussi viser la biodiversité. On peut aussi aménager les parcs, aménager les toitures végétalisées pour qu'elles
pour qu'elles aient plus de biodiversité, pour qu'elles puissent recevoir plus de biodiversité. Voilà, et j'ai une dernière diapositive. Dans ce cas, il y a beaucoup de polémiques, il y a plein de choses qui bougent et c'est assez positif. Du coup, là, ici, j'ai une photo d'une toiture végétalisée où visiblement les gens font, ils font pousser des légumes, ils font pousser des salades, etc. Alors, c'est pas sûr que. Je pense que l'humanité ne va pas se nourrir uniquement avec des salades qui poussent sur des toitures végétalisées, mais bon, ça peut aller dans le bon sens quand même. Et puis en même temps, dans les villes, il y a des gens qui font ça. Donc là, c'est des gens qui font pousser des légumes dans un container, et puis il y a de la lumière artificielle, donc qui est produite avec de l'électricité, etc. Et il y a aussi des courants qui visent à développer ce genre de choses. Alors, on peut avoir des rendements très importants, il y a des restaurants qui vantent la fraîcheur de leurs légumes comme ça, parce qu'ils ont fait pousser leur... Bon, d'ailleurs, ils peuvent aussi faire pousser des légumes comme ça. L'avantage, c'est que c'est en ville, donc les légumes, ils ont poussé juste à côté de restaurant. La chose qui est importante, c'est que ce que je vous ai expliqué, c'est qu'à partir du moment où on faisait de l'agriculture, on produisait des services écosystémiques, mais que c'était difficile de savoir est-ce que c'est vraiment un service écosystémique. C'est ce que je vous ai dit, l'agriculteur sur son tracteur, il a besoin d'essence, il a besoin de pesticides, enfin on peut discuter s'il a besoin de pesticides, mais souvent ils utilisent des pesticides, ils utilisent des engrais, etc. Et donc dans l'agriculture, il y a tout un tas de choses qui sont des activités humaines non durables, utilisant des ressources non durables, etc. Et du coup, c'est plus entièrement un service écosystémique, d'où mon idée qu'il fallait évaluer à la fois les services écosystémiques et les pratiques, toutes les conséquences des pratiques. Et du coup, alors ça c'est mon point de vue personnel, c'est que quand on fait pousser des plantes dans un conteneur comme ça, alors peut-être que là on avait encore pas mal de services écosystémiques, c'est-à-dire que les plantes elles poussent encore dans un vrai sol, avec des vraies bactéries, des vrais vers de terre, etc. Avec la lumière solaire. Là les plantes, ok, elles font de la photosynthèse, mais la lumière, c'est pas la lumière solaire. Les nutriments minéraux, alors c'est peut-être de l'hydroponique, je sais pas, mais les nutriments minéraux, ils ont été complètement... alors, ils vont vendre le fait qu'ils sont bien recyclés, que c'est optimisé, etc. Mais par contre, les nutriments minéraux, ils sont hors écosystème, c'est plus du service écosystémique. Et du coup, moi, ce que j'ai quand même envie de promouvoir, c'est quand même plus ça que ça. Parce que du coup, là, on n'est plus du tout dans le service écosystémique, et mon intuition, mais c'est des choses, c'est des calculs à faire et c'est pas si facile à faire que ça, c'est que ça, ça peut pas être entièrement durable. C'est-à-dire qu'en tout cas, il y a tout un tas de coûts écologiques que les gens ne mettent pas en avant, mais qui existent. C'est-à-dire que déjà, la source de lumière, c'est de l'électricité. L'électricité, à l'heure actuelle en France, j'ai oublié le pourcentage d'électricité produite par les énergies renouvelables, ça doit être dans les 10%. Et du coup, ça veut dire qu'à moins 75% l'énergie lumineuse, là c'est du nucléaire, et puis il reste du combustible fossile, etc. Donc c'est pas génial. Et puis même, alors il y a toujours le rêve qu'on pourrait trouver des sources d'énergie durables et propres, enfin, et puis ça va se développer, c'est en train de se développer, mais de toute façon, simplement le fait d'avoir ce container, de construire ce container, d'avoir les ampoules LED, etc., bon après on peut recycler, etc., mais à un moment donné, ça a des coûts écologiques qui, moi, alors il faut faire le calcul, mais me paraissent incomparables aux coûts écologiques des salades sur le toit vert ou de la vraie agriculture dans un champ à l'extérieur de Paris, avec de la terre, etc. Et du coup, l'idée des services écosystémiques, enfin, ça va quand même plutôt dans l'idée que ça, c'est meilleur que ça. C'est l'idée aussi qu'on ne peut pas substituer le capital naturel par du capital humain et par des technologies. Et à l'heure actuelle, je pense que c'est... alors du coup, je m'égare un peu, mais à l'heure actuelle, je pense que c'est un des gros problèmes pour ce qui est de tous ces problèmes de gestion de l'environnement, etc. C'est que pendant longtemps, les gens se sont moqués de l'environnement parce qu'ils ne voyaient pas de problème et les gens ne savaient pas. Je pense que maintenant, la plupart des gens savent que l'environnement est un problème, qu'il faut préserver la biodiversité, qu'il faut préserver les écosystèmes. Enfin, il y a quand même cette idée-là, il y a quand même beaucoup de gens qui sont conscients de ça. Mais, en fait, il y a beaucoup de gens aussi qui se disent, mais en fait, ok, bon, je vais perdre de la biodiversité, j'ai perdu des écosystèmes, etc. Mais il y a des solutions technologiques. Et il y a des gens qui finalement disent, bah, c'est pas grave, quand tous les sols seront pollués, quand on n'aura plus de vers de terre, on cultivera tout comme ça. Et on aura trouvé la solution. Et
Bah, déjà, je pense que moi, je trouve que c'est un peu triste, parce que j'ai plutôt envie de manger des salades qu'on poussait dans un vrai sol, etc., et que ces salades-là. Bon, après, ça peut se discuter. Et puis, il y a tous les arguments sur les services écosystémiques, sur le fait qu'on a quand même besoin de la nature, même pour notre santé psychique, etc. Et puis ensuite, il faut vraiment faire les calculs. Moi, je pense que pour le moment, on ne peut pas nourrir la planète avec une agriculture complètement industrialisée, hors sol, etc. Parce que de toute façon, ça utilise des ressources d'une manière non durable. Voilà, je pense que, à moins que vous ayez encore vraiment une petite chose à nous dire. Le dernier exemple, c'est les drones pollinisateurs. Parce que j'imagine que vous en avez entendu. Oui, bien sûr. J'imagine que vous en avez entendu parler de ça. Le drone pollinisateur, c'est le comble du service écosystémique. C'est-à-dire qu'on n'a plus de service écosystémique, mais on peut fabriquer des drones qui vont polliniser la place des abeilles. Et de nouveau, il y a des problèmes éthiques, philosophiques, mais après, moi je pense que le compte n'y est pas. C'est-à-dire qu'en termes de quantité d'énergie, en termes de recyclage, de la matière nécessaire pour faire ces drones, etc., on ne peut pas remplacer les abeilles par des drones. Voilà. Et du coup, ça, pour résoudre ça, c'est quand même la notion de service écosystémique qui peut aider. Merci beaucoup, monsieur. Et bien maintenant, c'est à vous de manifester. Oui. On fait toujours deux questions, voire trois. Je voudrais comprendre si dans le conteneur de droite, là, si les abeilles peuvent rentrer, ou si on va en mettre. Bon, après, a priori, les abeilles ne peuvent pas rentrer. Bon, il y a beaucoup de. Je pense que les salades n'ont pas besoin de pollinisateurs. Mais après, les êtres humains, ils ont la solution à tout. Il y a pas mal de serres dans le monde où il y a des gens qui achètent des boutons pour venir polliniser l'intérieur de la serre. Aux États-Unis, c'est pas exactement votre question, mais aux États-Unis, les apiculteurs gagnent plus d'argent en prenant leurs ruches et en les transportant au bon endroit pour polliniser les amandiers de Californie, les arbres fruitiers, etc., qu'avec le miel qui est vendu. Alors du coup, ça c'est des solutions un peu intermédiaires, c'est-à-dire que ça reste un peu du service écosystémique parce qu'on n'est pas sur le drone, on utilise quand même l'organisme vivant, mais on voit, c'est déjà une forme d'artificialisation et c'est aussi la preuve qu'on a perdu les pollinisateurs dont on avait besoin. Oui, je voulais dire que la façon dont j'ai entendu votre conférence jusqu'à votre conclusion, j'ai été très gênée en fait par le terme service écosystémique. Ça me paraît être une vue extrêmement comptable des choses, sauf quand vous avez eu votre conclusion après. Et il manque, je trouve, énormément ce que vous avez appelé, vous, la part socioculturelle. Je trouve qu'on n'entend pas suffisamment et par exemple, j'ai vu moi récemment une histoire de piloter les tracteurs, je crois que c'est Google qui lance ça, un des GAFA, et finalement il n'y a plus personne dans le tracteur. L'ordinateur mesure tous les nutriments dans le sol, la température extérieure, l'humidité, etc. Finalement, il n'y a plus d'être humain dans ce truc-là. Et ce terme de service écosystémique, ça peut aussi aller vers ce genre de choses. Enfin, si on ne prend pas... il faut un peu de poésie qui reste quand même, quoi. En fait, la critique que vous faites, c'est une critique classique. Après, en fait, dans tout ce que j'ai dit, dans ce que j'ai dit, en fait, je pense que si on réécoute vraiment tout ce que j'ai dit, j'ai jamais éliminé les êtres humains. C'est-à-dire justement la notion de service écosystémique, c'est bien des services qui sont rendus aux êtres humains. Et parmi les services, il y a des services socioculturels. J'ai parlé du bien-être psychique des êtres humains, etc. Oui, mais je suis d'accord, mais c'est la façon peut-être de dire les choses. Ça m'a paru quand même un peu comptable. Alors c'est justement là que ça m'intéresse, c'est que en quoi la comptabilité serait mal? C'est-à-dire que si je suis capable de comptabiliser tous les services, y compris les services en termes de bien-être psychique, les services socioculturels, etc., et en quoi le fait de les comptabiliser, en quoi ça serait mal? Et en fait, j'ai pas de... comment dire?
Moi, les endroits où je me sens mieux, c'est quand je suis au fin fond d'une savane africaine ou en haut d'un sommet dans les Alpes, avec quelques êtres humains, mais pas trop, et très en contact avec la nature. Et du coup, voilà, je me reconnais bien de ce côté-là, du côté de la défense de la nature, etc. Par contre, en mon sens, ça n'empêche pas de se dire que on a besoin de comptabiliser tout ça pour essayer de voir combien, enfin, je vais caricaturer un peu, je vais aller très loin, mais pour voir combien d'êtres humains on va laisser sur la planète Terre et dans quelles conditions on va pouvoir vivre et comment on va essayer d'optimiser ça. Alors, quand je dis optimiser, comment dire, il ne faut pas penser que parce qu'on va comptabiliser les services et que les gens qui comptabilisent les services ont forcément une notion scientiste de tout ça. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va comptabiliser tout ça qu'on va sortir une solution du chapeau qui va permettre d'optimiser tout ça. Et effectivement, c'est pas... Bon, typiquement, c'est pas Google qui, c'est pas l'agriculture de précision et Google qui va compter le nitrate ion par ion au sein du champ et puis optimiser l'endroit où on va mettre l'engrais et la quantité, etc. C'est pas ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on a besoin de comptabiliser tout ça pour collectivement prendre des décisions sur ce qui nous paraît le mieux. Moi, mon petit rôle là-dedans, c'est d'expliquer la notion de service écosystémique et puis de temps en temps d'étudier certains processus qui conduisent au service écosystémique. Mais la décision, elle va, enfin comment dire, on peut comptabiliser tout ça, et ça me paraît positif, mais après la décision c'est quelque chose qui doit être collectif, et typiquement c'est une histoire de compromis, c'est-à-dire tout à l'heure vous parliez de poésie, bon moi je suis pas vraiment poète, mais bon, pourquoi pas la poésie, mais effectivement à un moment donné il faut choisir, typiquement l'écosystème qui produit du blé pour nous nourrir, c'est pas le même écosystème qu'on va trouver romantique, poétique, biodivers, c'est pas la savane où j'aime bien travailler, c'est pas le sommet des Alpes où j'aime bien aller me promener, c'est pas la même chose. Et du coup, à un moment donné, on va devoir faire des compromis. Est-ce qu'on veut produire tant de blé, est-ce qu'on veut avoir tant d'écosystèmes agréables de se promener, etc. Et moi, du coup, j'ai pas du tout la solution, je sais pas quel est le bon compromis, mais collectivement, il faut qu'on décide quel est le bon compromis, et mesurer, alors on peut appeler ça les services écosystémiques, il y a des... Bon, j'ai passé sur le fait qu'il y avait beaucoup de... En fait, il y a pas mal de controverses sur même la façon de nommer les services écosystémiques, etc. Mais je pense que quantifier à un moment donné ce que produit la nature et qui nous sert, c'était pas négatif. Et ça, à la limite, dans la décision collective qu'on doit prendre sur comment gérer tout ça, on peut prendre en compte, alors je ne sais pas si c'est de la poésie, mais on peut prendre en compte le fait qu'on ait envie d'avoir des écosystèmes naturels assez biodivers, etc. On peut prendre ça en compte, il n'y a pas de problème. Je voudrais faire écho à la question de la dame, pour dire que ce ne serait pas une remise en question du fait de comptabiliser, de quantifier, etc., de scientifiser, mais de prendre en compte au même titre la faculté de l'humain, qui n'est pas seulement de rationaliser, mais qui est d'éprouver. Et quand vous avez dit tout à l'heure la question éthique, c'est de ça qu'il s'agit. La question éthique, c'est pas quelque chose qu'on mesure, c'est quelque chose qu'on éprouve. Quand on voit les animaux enfermés dans des cages toute leur vie, ça a beau être rentable et d'être quantifié comme faisant ce qu'il faut, du point de vue de ce qu'on ressent, c'est impossible. Voilà, donc je pense que c'est un peu ça que veut dire madame. Et c'est vrai que c'est bien intéressant tout ce que vous avez dit, mais c'est vrai qu'on sent la signature du scientifique et c'est bien d'y associer. Il n'y a rien de pas juste là-dedans. Hein. C'est juste, la dame signale qu'il y a aussi le point de vue, par exemple, quand on entend, alors je ne me rappelle plus comment il s'appelle, un agriculteur qui parle de la terre, de la composition de la terre, je ne sais pas si quelqu'un pourrait m'aider, quand il parle de ça, vraiment, on sent que c'est tout son être qui en parle, quoi. C'est toute son immense expérience, et en même temps, c'est qualitatif en même temps, quoi. C'est le problème de notre époque, hein. C'est qu'on a remplacé, on a voulu que la science, ce soit plus que de la quantité, des instruments de mesure, et il faudrait revenir à ce qu'elle était auparavant, c'est-à-dire une mesure qualitative avec nos organes intérieurs,
pas seulement la tête. Alors, en fait, moi j'ai toujours du mal, enfin en fait je comprends pas. Pour dire franchement, en fait, je comprends pas l'opposition entre le qualitatif et le quantitatif. Mais, enfin, oui, mais en fait, la vérité, c'est qu'on peut quantifier la plupart des choses, y compris des sentiments d'ailleurs. Et que, bon, moi j'ai pas envie de quantifier tout, etc. Il se trouve que pour comprendre comment un écosystème fonctionne, on est obligé de le quantifier. On n'a pas d'autre choix. Et du coup, pour moi, ce que j'ai envie de retenir dans ce que j'entends, c'est plus effectivement que dans tout ça, de toute façon, il s'agit bien de ça. C'est-à-dire que dans tout ça, l'humain est quand même très important. Et il faut aussi remettre l'humain dans tout ça. Et bon, typiquement, la notion de service écosystémique, c'est bien l'idée. C'est bien l'idée, puisque c'est bien de lier la nature aux êtres humains. Alors évidemment, on va quantifier des choses. Ensuite, quand on va... Dans un monde idéal, mais je sais qu'on n'est pas dans un monde idéal, on devrait être capable de quantifier tout ce que j'ai dit, y compris des aspects de bien-être humain, psychique, physique, etc. Et puis on devrait être capable de se mettre autour d'une table par l'intermédiaire, je sais pas, du grand débat actuellement, de nos parlementaires. On devrait collectivement être capable de se mettre autour d'une table et de dire qu'est-ce qu'on veut. Et dans ce qu'est-ce qu'on veut, alors il y a deux niveaux, y compris il y aura dans ce qu'est-ce qu'on veut, il y a aussi de l'éthique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux dire je refuse de manger de la viande parce que je ne veux pas manger des animaux qui ont été élevés dans ces conditions-là. On peut le dire et ça peut rentrer dans le débat public comme argument au milieu de tous les arguments que j'ai cités. Je peux rentrer un argument éthique qui serait quelle que soit la quantité de nourriture que les êtres humains doivent produire pour se nourrir, je refuse de détruire plus la biodiversité parce que j'ai pas le droit, parce que sur la planète Terre, depuis les débuts de la vie, il y a une vie qui s'est développée avec toute une biodiversité, et je peux rentrer des arguments éthiques là-dedans. J'ai pas de problème avec ça. C'est-à-dire que si on est capable de se mettre tout autour d'une table et de discuter de l'ensemble des arguments, il va y avoir des arguments éthiques, et il va y avoir des arguments quantifiés sur des services écosystémiques. Il faut ensuite faire la part des choses, etc. Disons que ce qui me fait un peu peur, c'est qu'à un moment donné, ce qui me fait peur, c'est que de toute façon, on va devoir faire des compromis. On va devoir faire des compromis parce qu'il va y avoir 9 milliards d'êtres humains sur la planète Terre, et que il va falloir faire des compromis, et je ne sais pas comment... déjà, je fais moyennement confiance aux êtres humains pour faire des bons compromis. Et ça va être compliqué. Ça va être compliqué de choisir entre la biodiversité et la capacité à nourrir les 9 milliards d'êtres humains, etc. Alors, là, je suis un peu négatif. En même temps, il y a plein de solutions, il y a plein de choses qui existent qui peuvent améliorer les choses. Mais je suis incapable de dire, si on se projette dans 50 ans, et que si on essaie d'avoir le même débat dans 50 ans, puis de reprendre tous les arguments, on a tout comptabilisé, on a des arguments éthiques, je suis incapable de dire où on en sera et si il n'y aura pas eu un certain nombre de catastrophes qui se seront abattues sur nous parce que il n'y aura juste pas assez de ressources pour nourrir tout le monde, et puis le climat se sera trop échauffé dans une partie de l'Afrique, et d'ailleurs tous les Africains sont venus ici, et etc. Et ça va pas être ça. Et du coup, les arguments éthiques, je suis vraiment prêt à les recevoir et on peut en discuter, mais ça va pas être ça. Madame. Oui. Alors, moi, je voulais vous remercier justement de nous donner cette notion de service écosystémique. Je trouve ça très très intéressant parce qu'il faut qu'on sache exactement ce qu'on est en train de bousiller, quoi. Donc il faut l'évaluer. Et tout, c'est pas en jouant l'autruche parce qu'on pourra s'en sortir. Moi, je suis d'accord avec ça. Si je veux... Je n'ai pas vraiment donné mon opinion en fait dans la présentation. J'ai expliqué qu'il y avait un certain nombre de controverses, et il y a des controverses même vraiment très très violentes sur cette notion. Moi, ce que je dirais, c'est que c'est important de mesurer les services, c'est important de les quantifier. Ce que je dirais, c'est que j'ai plutôt envie qu'on en reste un peu là. C'est-à-dire qu'il faut les quantifier et les mesurer, et ensuite c'est des arguments parmi d'autres arguments, mais je ne vois pas
un pilotage trop focalisé sur les services et surtout sur leur valeur monétaire. Mais après, ça peut se discuter. Typiquement, je suis pas du tout économiste. Et il y a vraiment des controverses dans le milieu entre l'écologie scientifique et l'écologie politique, etc. Il y a vraiment des grosses controverses, y compris, je vous ai parlé de l'IPBES tout à l'heure, et en fait, l'IPBES, dans le nom de l'IPBES, il y a les services écosystémiques, et en cours du fonctionnement des commissions, pour des raisons qui, à mon avis, sont un peu douteuses, un peu idéologiques, etc., ils ont changé le nom. Il y a des gens qui ont refusé d'utiliser le nom de service écosystémique, et maintenant ils appellent ça, en anglais c'est Nature Contribution to People, la contribution de la nature aux êtres humains, et derrière il y a des arguments un peu idéologiques, des choses compliquées. Mais du coup, voilà, moi j'aimerais bien, je pense que c'est important de quantifier, c'est pas grave de quantifier, je pense que c'est important de rentrer tous ces services dans nos argumentaires pour savoir ce qu'on doit faire. Après, voilà, il ne faut pas forcément rentrer dans une monétarisation, etc., etc. Oula. Un jeune avant toi. D'accord. Ça va. C'est un point de ce que vous disiez. Comment est-ce que vous connaissez la méthode de quantification et de valorisation de Costanza au moment où il dit 97 Pro? Oui. Si vous voulez envoyer plusieurs questions à la fois, comme vous voulez. Alors, ouais, je suis d'accord. Est-ce qu'on peut avoir une idée du développement de votre champ scientifique en France, en Europe et dans le monde? C'est combien il y a de chercheurs, de labos, le taux des crédits Les crédits. Mais là, je vais parler pendant 2 heures. Bon, j'arrête là alors, parce que... Il y avait une autre main, mais je ne sais plus où elle est. Jeanne. Je ne sais pas comment, mais Jeanne. Voilà. Ouais, c'est juste une petite réflexion. La première, c'est vous donner la flèche dans un sens, c'est-à-dire service écosystémique vers l'homme, mais quel service humain vers l'écosystème, c'est une première chose. Et la deuxième chose, dans ce que j'entends, il y a quand même aussi alors, sur la science, c'est comment la science peut être au service de l'humain, au service de la nature et de l'agriculture. Parce que moi, je suis contente d'avoir un lave-vaisselle, et je pense que les agriculteurs d'Afrique, peut-être qu'ils seraient contents d'avoir un petit peu de support technologique et scientifique à ce qu'ils font. Et je trouve que là, c'est un peu sec. Alors, ça déborde du service écosystémique, pas celui où la flèche est... Non, mais ça touche au débat, il n'y a pas de problème. Je pense que j'aurais oublié une partie des questions pour vous. Je ne suis pas capable de décrire comment Costanza a fait son évaluation. Ce que je sais, c'est que typiquement, j'ai écrit un article sur cette histoire de service écosystémique dans les milieux anthropisés, l'ingénierie écologique, parce que je voyais bien que Costanza, mais pas lui tout seul, faisait un gros raccourci quand il mesurait les services écosystémiques de l'agriculture. Et en fait, dans les grandes évaluations comme ça, soit ils disent l'agriculture c'est pas un service écosystémique, mais bon, en même temps on a besoin de manger, donc je vois pas pourquoi le pas comptabiliser. Soit ils le prenaient en compte, mais on regarde juste la valeur marchande du blé. Et ça ne me satisfaisait pas non plus. Et voilà, c'est pour ça que j'ai un peu réfléchi à ça. Et après, je ne suis pas capable, on peut critiquer Costanza, etc., mais je suis en même temps très admiratif, c'est-à-dire, moi, ce que je sais faire, c'est travailler à l'échelle de quelques hectares de savane, de forêt, de toits verts, de choses comme ça, et je mesure des choses possibles. Et je suis très admiratif vis-à-vis des gens comme Costanza, mais d'autres, pas forcément sur les services écosystémiques, qui sont capables de faire des extrapolations à grande échelle. Évidemment, c'est des approximations monstrueuses, mais c'est quand même intéressant et ça apporte des choses. Et après, évidemment, il faut débattre de est-ce que c'est bien fait, est-ce qu'on peut améliorer, etc. Et je ne pourrais pas rentrer dans les détails de comment c'est fait, mais ça reste intéressant. On m'a demandé l'état de la science écologique en France. Alors, il faut bien voir, c'est que mon domaine... Dans le monde. Oui, alors, bon... ok. Du coup, moi, ce que je représente, c'est la science écologique au sens large. C'est pour ça aussi que... Alors, j'aimerais que j'aime bien défendre ma science. Y compris, je sais pas, j'ai écrit un article dans Le Monde il n'y a pas longtemps qui... Le titre, je sais plus ce que c'était. Bon, c'était pas moi qui avais choisi le titre. Mais c'était l'écologie est avant tout une science, pas un mouvement politique. Je n'aurais pas écrit ce titre comme ça, mais c'était ça que ça voulait dire quand même.
du coup, voilà, j'essaie vraiment de défendre cette science. C'est une science, c'est quelque chose de très très large. C'est-à-dire que là, je me suis beaucoup focalisé sur les écosystèmes, mais il y a des gens dans mon domaine qui travaillent sur, qui essayent de comprendre pourquoi, je sais pas, pourquoi les mésanges pondent 10 œufs et pas 13 et pourquoi ça change en ville. Donc ça, c'est l'écologie des populations, c'est lié aux sciences de l'évolution, donc on regarde comment les organismes évoluent dans le temps. Il y a vraiment, c'est vraiment très très large en fait. Le type de questions qu'on peut se poser, c'est vraiment très très large. Du coup, c'est une science qui s'est développée depuis la Seconde Guerre mondiale, plutôt dans les pays anglo-saxons au départ, et s'est développée en France depuis les années 68-70. La Société française d'écologie, elle a été créée en 1968. Et disons que la France s'est pas mal rattrapée depuis lors, parce que typiquement maintenant la meilleure université au monde, alors en écologie, ça peut, c'est toujours le classement de Shanghai, donc on peut aimer ou pas aimer, mais c'est l'université de Montpellier. En fait, à Montpellier, entre l'université, les laboratoires du CNRS, il y a pas mal de laboratoires de l'INRA, de l'IRD, il y a un gros pôle en écologie et ils font vraiment des très bonnes choses, et c'est en théorie le premier labo mondial pour ça. Donc on s'est pas mal rattrapé. Ce que je dirais, c'est qu'en France, moi quand j'ai fait ma thèse, donc j'ai soutenu ma thèse en 2000, quelque chose comme ça, en fait, en caricaturant un peu, il n'y avait pas beaucoup de gros pôles en écologie. Il y avait en gros Paris, il y avait Paris-Montpellier, et puis quelques autres choses. Et maintenant, en écologie, en France, il y a des gros laboratoires d'écologie dans toutes les villes universitaires de taille, c'est-à-dire qu'il y a des très bons labos en écologie à Lyon, à Toulouse, à Marseille, à Lille, à Rennes, et puis aussi, ça s'est développé, on peut en dire plein de choses, mais typiquement, par exemple, l'Institut national de recherche agronomique, c'est beaucoup approprié l'écologie. C'est-à-dire que pendant longtemps, on peut critiquer. Enfin, c'est vrai que l'agriculture française, avec toute son efficacité, sa non-durabilité, elle est issue en partie des recherches de l'INRA. Mais on peut critiquer l'INRA pour ça. Mais en même temps, ils sont en train de prendre un virage très très net vers... Enfin, très très net. C'est compliqué, c'est hétérogène, etc. Mais maintenant, il y a beaucoup de recherches qui se font en écologie, enfin en gros qui utilisent les connaissances écologiques par l'INRA. Et du coup, moi au départ, je travaillais... Bon, je continue à essayer de travailler dans les savades, mais par exemple, je travaille sur un projet sur des mélanges de variétés de blé avec l'INRA. Et du coup, on essaie de mettre de l'écologie dedans, etc. Et ça se passe bien. Alors, les crédits, il y a deux niveaux. C'est-à-dire que je pense que globalement, la recherche française n'est pas assez financée. Alors, il y a deux niveaux, il y a plein de niveaux. Elle n'est pas assez financée. Bon, je ne sais pas comment concrétiser ça, mais par exemple, il y a beaucoup, quand on se balade dans les labos en France, dans les universités, bon, souvent on se retrouve dans des bâtiments qui sont sordides, quoi. Enfin, qui ne sont pas entretenus, parce qu'il n'y a pas d'argent pour les entretenir. Le Muséum d'histoire naturelle, qui est très reconnu, il y a une partie de chercheurs qui travaillent dans des bâtiments qui sont très très anciens, qui sont mal entretenus, où il n'y a pas les paillasses qu'il faut pour travailler, etc. Donc tout ça, c'est des symptômes, quoi, qui est quand même des problèmes. Moi, généralement, j'ai pas eu trop à me plaindre. Enfin, j'ai souvent été dans des bâtiments moyens, etc., mais j'ai pas eu trop à me plaindre. Et je sais que généralement, j'ai réussi à financer ces recherches. Mais là, j'ai plus d'argent. Typiquement, en ce moment, j'ai plus d'argent. Alors, là, quand même, il y a quelque chose d'assez rigolo, c'est que je suis payé, mais l'État ne me donne pas mon argent pour faire mes prochaines recherches. Alors, bon, on peut discuter. Alors, peut-être que si je dis ça trop fort à l'État va dire qu'il faut supprimer des chercheurs. Mais il y a quand même un problème de financement en mon sens, il y a quand même un financement de somme totale disponible. Et après, moi j'ai un autre problème, c'est que je pense que l'argent, il y en a quand même pas mal, mais comment dire, la façon de le distribuer n'est pas très efficace. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, je passe ma vie à répondre à des appels d'offres et à évaluer les projets des autres pour avoir de l'argent. Mais au bout d'un moment, c'est pas très efficace, j'aimerais bien avoir le temps de faire mes recherches, alors pas forcément des... Voilà, je ne peux pas réclamer non plus des sommes faramineuses, il faut être honnête. Et alors, j'ai un autre niveau quand même, c'est que moi ce que je défends toujours la science écologique, les sciences écologiques, et
l'impression que j'ai, mais je ne peux pas le démontrer, c'est difficile à dire dans un milieu universitaire avec des collègues d'autres domaines, etc. Mais l'impression que j'ai, c'est que les sciences écologiques, c'est des sciences qui sont assez récentes, mettons, je veux dire, en France, voilà, mettons depuis 50 ans, on va dire. Et en fait, moi je pense que les sciences écologiques n'ont pas la place qu'elles devraient avoir dans le système universitaire, dans le système de recherche, y compris en termes d'heures de cours qu'on peut donner à toutes les personnes en licence, etc., de biologie, y compris en termes de crédit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a une nouvelle... Enfin, je comprends bien qu'à l'échelle de la société, la recherche, ça coûte très cher et on peut pas tout financer. Donc il faut répartir l'argent. Mais à un moment donné, vu que c'est une nouvelle science et vu l'ampleur des crises écologiques, des crises environnementales, la crise de la biodiversité, ça serait quand même une bonne idée de financer un peu plus la recherche en écologie, en agroécologie, etc. Tout à l'heure, je disais d'un côté, je critiquais l'INRA, puis je disais que maintenant ils avaient pas mal changé, mais globalement, c'est vrai que une bonne partie des financements, enfin le financement public pour des modes d'agriculture alternative est assez ridicule. Enfin, même si l'INRA s'est mis à l'écologie, etc., il y a quand même un problème de comment on dirige l'argent pour les différents domaines de recherche. Et voilà, je pense que trop souvent, si je sais pas, au sein d'une université, quand on doit répartir la place pour les labos, des choses très matérielles parfois, souvent les physiciens, les géologues, les biologistes, ils nous prennent un peu pour des charlots qui n'ont pas besoin d'argent, qui n'ont pas besoin de moyens pour travailler. Et en fait, en écologie, on utilise des moyens techniques souvent assez sophistiqués, on a besoin de faire des expériences assez complexes. On a besoin, ça peut être des expériences à l'échelle d'une boîte de pétri dans un laboratoire, mais on peut aussi manipuler des bouts d'écosystèmes à l'échelle d'un hectare, etc. Et on a besoin de moyens pour ça. Alors, je me rappelle qu'il y avait une dernière question. Je me rappelle l'histoire des lave-vaisselle en Afrique. Non, il ne pas la lave-vaisselle en Afrique. Moi, je suis contente d'avoir un lave-vaisselle issu de la science et de la technique. Et je pense que les Africains seraient aussi contents d'avoir de l'aide de la technologie et de la science pour dépasser la situation où ils sont. Et je pense que les tailleuses électriques, les agriculteurs sont contents de pouvoir quelquefois sortir de leur exploitation pour aller au cinéma ou passer les vacances. Alors, une des critiques qui m'a été faite, c'est que dans mon discours, je ne prenais pas en compte énormément les humains. Enfin, je fais partie des gens qui pensent on ne peut pas résoudre la crise environnementale si on ne résout pas en même temps les crises humaines, les crises sociales. Alors c'est les inégalités en France, c'est les inégalités entre la France et l'Afrique. Et clairement, il faut faire les deux à la fois. Alors je ne sais pas comment on fait. Et là, la question du lave-vaisselle, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cette histoire de compromis. C'est-à-dire que je ne sais pas... clairement, éthiquement, quand je vais en Afrique, je ne peux pas demander aux Africains de ne pas se développer, de ne pas développer tous les moyens technologiques dont je bénéficie en France. En même temps, je sais que ces moyens technologiques ont des coûts environnementaux, et du coup, il y a deux choses à faire. Il faut partager le gâteau. Et il faut partager le gâteau de l'accès à l'énergie, de l'accès aux ressources. Et il faut essayer de rendre les techniques, toutes ces techniques qui nous apportent du bien-être, il faut essayer de les rendre plus durables. Alors, il y a une partie qui est un peu de mon champ de compétences sur l'agriculture, sur les écosystèmes, etc. Il y a plein de parties qui ne sont pas de mon champ de compétences, c'est-à-dire qu'à un moment donné, là, par exemple, l'énergie solaire est sous-utilisée en Afrique, et peut-être qu'il y a des moyens de développer l'énergie solaire en Afrique et de donner un certain nombre... dans un premier temps, ce n'est pas de donner aux Africains la même quantité de technologie et d'accès à cette technologie, mais il y a un certain nombre de choses qui feraient beaucoup de bien et qui seraient très profitables. Et après, c'est vraiment l'histoire du partage du gâteau planétaire dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, on va devoir nourrir 9 milliards d'habitants, alors peut-être qu'entre-temps il y aura des catastrophes et on aura perdu un peu, mais l'idée c'est quand même, voilà, comment on va faire, quel compromis on va faire pour que ces 9 milliards d'habitants aient accès à de la nourriture, aient accès à de l'énergie, aient accès à des écosystèmes romantiques et poétiques qui satisfassent leur bien-être psychologique et physique,
à un moment donné, voilà, c'est une histoire de compromis, et clairement, moi je peux quantifier des flux d'azote, des flux de carbone dans un écosystème, et c'est important, et il faut le faire, et voir en quoi nous, on dépend, les êtres humains, on dépend de ces flux-là. Clairement, il y a tout un tas de choses qui... il y a une part de technologie. À la fin de mon exposé, j'ai présenté le container avec les salades et le toit vert. Les technologies posent des problèmes, clairement, et je pense que ce n'est pas la solution. On ne va pas pouvoir substituer tous les services écosystémiques par des technologies. Par contre, les technologies, ce qui est compliqué, c'est qu'elles font aussi partie des solutions. C'est-à-dire qu'il y a des technologies plus vertes, des technologies basées sur des ressources durables, etc. Enfin, il y a plein de choses à faire avec la technologie. Et j'ai pas compris ce que je veux dire. Et à un moment donné, il faut jouer. Oui, voilà. Je suis parti de mon rôle, mon petit rôle qui mesure des flux d'azote et de carbone. Ce que je dis, c'est qu'évidemment, il faut rajouter des technologies. Enfin, ça à prendre en compte, ça fait partie de l'équation, même si pour moi, c'est pas la solution universelle. Et ce qu'il faut évidemment dire, c'est que tout ça, c'est dans des systèmes, ça se passe dans des systèmes socio-économiques. Et pour résoudre ces problèmes, évidemment, il faut prendre en compte les humains. Et pour ça, il y a des scientifiques qui sont là pour ça, il y a des sociologues, il y a des économistes, etc. Et bon, je peux être en contact parfois avec des sociologues, des économistes, etc. C'est un des intérêts de la notion de service écosystémique, c'est que je me suis retrouvé dans des commissions où on discutait entre écologues, économistes, etc. Mais du coup, on a besoin de toutes ces sciences-là pour essayer de faire avancer les choses. Et par contre, je me répète, le problème, c'est qu'il va falloir partager le gâteau, faire des compromis, et je ne sais pas... Bon, déjà, je ne sais pas si les sociétés humaines vont s'organiser correctement pour partager le gâteau, et je ne sais pas, même dans le monde idéal où on est capable de s'organiser pour prendre une décision relativement, j'aime pas le mot optimal, j'aime pas le mot rationnel, mais une décision pas trop mauvaise sur la façon de partager le gâteau, et ben je ne sais pas quel sera notre niveau de vie à ce moment-là. C'est-à-dire que je ne sais pas si les Africains auront des lave-vaisselle, et je ne sais pas si nous, on pourra continuer à avoir des lave-vaisselle. Ouais. Je ne sais pas si on dit aux Français que dans 15 ans, il n'y aura plus de lave-vaisselle, il faudra... Je ne sais pas, parce que je ne sais pas comment ils réagiront. Voilà. Non, mais là c'est fini. Je crois que c'est fini. On va vous remercier, monsieur.